On s'en lasse pas de ce générique. Hein. Oui. Ah, il est beau. Hein. Oui, c'est assez swing. Je suis swing. Bonsoir, chères auditeuses et auditeurs. Vous savez que vous connaissez la devise de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, la radio qui n'a pas d'ennemis à droite. Alors vous allez voir que nous, on n'a pas d'ennemis à droite parce que ce soir, on va recevoir Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Roland Gaucher, Pierre Descaves, ancien député du Front National, Bernard Coll, le colonel Moinet, Pierre Monnier, Frédéric Crestin-Billet. C'est tout que des gens pas vraiment de gauche. On va quand même peut-être écouter monsieur Jean-Marie Le Pen, qui, alors je vous l'indique pour ceux qui ne seraient pas au courant, le président du Front National. Le Front National est un parti politique qui a présenté des candidats aux élections municipales récentes. Le dimanche des résultats à 20h, le parti politique en question était dans la luzerne, il était effondré, nous disaient les sondeurs. À 22h, il était déjà un peu moins effondré, les sondeurs étaient un petit peu moins clairs, et à minuit, le Front National avait remporté un éclatant succès, et les sondeurs étaient KO, les quatre pattes en l'air. Et donc ça fait très très plaisir. Alors du coup, je suis allé interviewer le président de ce parti, parce que ça m'a paru intéressant d'en parler. Si vous voulez le voir physiquement, si vous voulez savoir comment il est fait physiquement, il est à la Mutualité vendredi 17 à 20h. Je crois qu'il va y avoir quand même pas mal de monde. Si ça va être intéressant de voir ça. Je peux vous dire, pour l'avoir donc rencontré lundi matin dans son chez-soi, entre nous, je vous signale qu'il habite Saint-Cloud. On avait dit qu'on le dirait pas, mais on le dit quand même. Tac, il habite Saint-Cloud. Et il était assez en forme, vous voyez. Et s'il est toujours aussi en forme vendredi, on ne va pas s'ennuyer à la Mutualité. Alors on va l'écouter. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Vous avez depuis maintenant presque 24 heures les résultats de ce premier tour des municipales. Et en 24 heures, il s'est passé beaucoup de choses déjà, à commencer par une évolution notable des commentaires. Ça a commencé par l'effondrement, et maintenant le Front National est incontournable. Alors on est effondré ou on est incontournable? Bien, je crois que les Français qui s'y attachent un petit peu ont pu constater comment fonctionne la désinformation dans notre pays. Au moment de la plus haute écoute, on majore les résultats des amis, on minore systématiquement les résultats des ennemis, en pensant que la plupart des téléspectateurs ou des auditeurs, après avoir eu une impression d'ensemble, vont quitter l'écoute pour regarder qui son film, qui son match de foot, qui son bouquin policier. Et cela juge d'ailleurs notre système d'information. Je prends mon exemple, moi, j'ai été donné à 11 points à 8 heures et j'ai fait près de 16. C'est dire que les auditeurs, les téléspectateurs ont été volontairement, délibérément trompés. Dans une hypothèse. C'est-à-dire que ou ces gens-là sont des coquins, n'est-ce pas, ou ce sont des incapables. Parce que ou ces systèmes de sondage ou d'évaluation sont valables et ils ont menti, ou bien ils ne sont pas valables et à ce moment-là, il n'y a aucune raison de s'en servir. Je considère que l'élection municipale, qui est un type d'élection difficile, car il faut avoir beaucoup de candidats, c'est une élection qui est coûteuse, et nous n'avons pas de moyens financiers, on le sait, en tous les cas des moyens qui sont hors de proportion avec ceux de nos adversaires, lesquels sont très souvent puisés d'ailleurs dans les caisses publiques, et le résultat obtenu par le Front National, qui montre que là où nous nous sommes présentés, nous avons en moyenne plus de 10%. C'est donc non seulement c'est une consolidation quand on sait, et là tous les commentateurs l'ont présenté, qu'il y a une prime extraordinaire au maire sortant, alors qu'il a été tenu sous silence pour le véritable effondrement du centriste et de l'UDF. On a l'impression, enfin je ne sais pas si vous partagez cette impression, qu'il y a à l'heure actuelle une séparation de plus en plus marquée de la France en deux parties, en deux grandes tendances, une tendance de gauche qui va regrouper les socialistes, on parle même plus des communistes, disons les socialistes, le centre, et puis l'aile gauche du RPR qui est représentée par des gens comme Séguin, Carignan, Noir, et puis d'autre part une partie de droite dans laquelle le Front joue un rôle de plus en plus marqué, et Front qui est de plus en plus rejoint par un électorat de base traditionnellement plutôt rattaché au RPR, et puis au milieu de ces deux univers, des gens comme Pasqua, des gens comme Chirac qui ne savent pas très bien où ils sont, parce qu'ils ne sont pas encore de gauche comme Noir et Séguin,
mais ils sont en tout cas pas de droite, ils ont peur visiblement de dire qu'ils sont de droite. Je pense que ce scrutin brise, en fait, continue de briser, de diviser RPR-UDF. Mais comment expliquez-vous la résistance absolument incroyable, le refus incroyable de ces gens de prendre en compte la volonté de l'électorat français? Eh bien, je crois que c'est l'exécution des consignes, des lobbies auxquels ils se sont vendus. J'emploie le mot à dessein, parce que, de toute évidence, une analyse convenable et une application loyale des règles de la démocratie devraient contraindre ces partis à établir une alliance victorieuse de la droite au deuxième tour. En ne l'accomplissant pas, ils trahissent ce camp dont ils ont la charge, enfin au moins pour une partie importante de la droite. Et il est évident que ça ne peut pas être pure sottise, et qu'ils le font, je pense, sous l'emprise d'engagements préalables. Et nous savons bien qu'un certain nombre d'engagements ont été signés, que jamais un certain nombre de gens du RPR ou de l'UDF ne feraient action commune avec le Front National, dû la France périr. Or, de toute évidence, il faut que ces gens-là soient débarqués de leurs fonctions par les gens qu'ils dirigent. Parce que l'alliance de la droite est nécessaire pour arracher le pays au socialisme, et des gens comme Chirac, comme ses lieutenants, c'est pas que ce soit Toubon ou dans le 18e Juppé, ces gens-là font obstacle au redressement de la France. Il faut qu'ils s'en aillent. Ils ont été désavoués par le corps électoral. Maintenant, on entend, nous, au journal, par exemple, à National Hebdo, on reçoit des lettres, pas beaucoup, mais quelques lettres de gens qui disent on ne comprend pas l'insistance de Jean-Marie Le Pen à tendre la main à ces gens-là, qu'il les laisse tomber une fois pour toutes, qu'il les laisse organiser leur propre suicide. Après tout, s'ils ont envie de mourir politiquement, ça n'est pas à Jean-Marie Le Pen de les sauver contre leur gré. Qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai, mais moi je dois, en toutes circonstances, défendre les possibilités d'assurer l'intérêt national. Alors, dans ce cas-là, tout à fait précisément, plus il y a d'élus nationaux, adversaires de la gauche, et mieux cela vaut. Et je veux apporter la démonstration que nous ne sommes pas responsables de l'affaiblissement de la droite, que les responsables et les exclusifs responsables, ce sont les dirigeants, les états-majors du RPR et de l'UDF. Dieu merci, à la base, dans beaucoup de communes, l'union s'est faite dès le premier tour, soit sous la forme de listes apolitiques de défense des intérêts communaux ou municipaux, soit au deuxième tour, entre les listes du Front National et les listes de droite, mais clair pour tout le monde que nous ne sommes pas responsables de ce qui peut arriver et des succès que peut remporter la gauche. Alors justement, sur ce point précis, puisque nous sommes à Paris, et nous sommes entendus, Radio Contredit est entendu à Paris et dans la région parisienne, il s'est passé dans la capitale un phénomène qui est très important, c'est la mise en ballottage de l'alliance RPR-UDF en 4 arrondissements, 10e, 18e, 19e et 20e. Dans le cas du 20e, il y a une chose qui est très intéressante, c'est pas le cas partout, mais dans le cas du 20e, on a un candidat de droite qui est affronté en vérité à 2 candidats de gauche. Bon, le candidat de droite c'est vous, les 2 candidats de gauche c'est M. Charzac qui est officiellement socialiste et M. Bariani qui est un socialiste barbouillé en libéral. Oui, radical socialiste. Alors la question est comment pensez-vous pouvoir faire passer en quelques jours, d'ici dimanche 19, cette évidence, comment pensez-vous avoir les moyens de la faire connaître aux électeurs? Je n'ai guère que les moyens médiatiques, c'est-à-dire la radio, la télévision, la presse, et je ne suis pas gâté, vous le savez, dans ces domaines-là. J'ai une profession de foi, c'est à peu près les seules armes qui sont les miennes. Et puis peut-être l'intelligence des électeurs. Il est clair que
cette loi qui organise de façon très efficace la majorité dans les conseils municipaux laisse une place tout de même relativement importante à la possibilité pour tous les citoyens d'avoir des représentants dans les conseils municipaux. C'est la proportionnelle et M. Chirac essaye d'obtenir le monopole de la représentation. Il ne souffre pas qu'il y ait une opposition et que l'on puisse critiquer de l'intérieur ses décisions ou sa politique. Or, la démocratie, c'est la possibilité pour l'opposition de s'exprimer dans les assemblées. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait non seulement une opposition de gauche dans les majorités de droite et une opposition de droite dans les majorités de gauche, mais il faut qu'il y ait à Paris aussi un représentant de la véritable opposition nationale. Alors je pense que je puisse être élu au Conseil de Paris, peut-être aussi mon ami Gaucher dans le 19e arrondissement, et qui sait, dans les deux autres, bien que ce soit un petit peu plus douteux. Mais il me paraît que l'intérêt fondamental des citoyens, dans un Conseil de Paris où M. Jacques Chirac a déjà très largement la majorité, une majorité on peut même dire écrasante, que justement toutes les formes d'opposition ne soient pas écrasées. Et je crois qu'il faut que les Français nationaux aient aussi des représentants, au moins un représentant dans cette Assemblée. Je crois d'ailleurs que c'est une des grandes craintes en général des conseils municipaux ou des maires en place, c'est d'avoir dans le conseil un œil, un témoin, une espèce de contrôleur qui serait envoyé par le Front National, parce que c'est ça la réalité. Oui, mais ça, il y en aura beaucoup, parce que pratiquement dans tous les conseils municipaux, partout où nous nous sommes présentés, dans l'immense majorité des cas, nous avons fait plus de 10% des voix, et par conséquent, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 élus, et par conséquent, une possibilité de contrôler ce qui sera fait pendant les 6 ans qui viennent, et de le dire aux gens qui nous ont mandatés dans ces conseils. Vous ne pensez pas qu'il y a en fait deux grandes dates dans l'histoire de l'implantation, ou plutôt de l'insurrection en quelque sorte pacifique du Front National dans le paysage politique français? C'est le résultat de la présidentielle, qui a été un coup de tonnerre, et puis maintenant le résultat de ces municipales qui montre vraiment qu'un mouvement est en train de naître et de s'implanter réellement dans le pays. Oui, mais par petites vagues, si vous voulez. La marée monte. Malgré l'opposition à la fois de l'établissement politique et de l'établissement médiatique, malgré la torsion des vérités et des résultats effectifs, eh bien, avec ce qui est normal, des alternances de succès et d'échecs relatifs, ce qui est le reflet de la vie, on s'aperçoit que le Front National devient une force de plus en plus pesante, tout en étant tranquille, parce que, avec des élus dans à peu près toutes les assemblées, progressivement, eh bien, nous institutionnalisons la droite nationale dans le paysage politique français. Quand on pense que nous avons malheureusement perdu, à quelques semaines de la bataille municipale, notre secrétaire, s'il avait eu 12 000 candidats. C'est un assez joli score. Ah oui, c'est une bonne référence. Je rappelle que sur le plan national, aux élections municipales de 83, seulement en 83, nous avions eu un chiffre rapporté à l'échelon national de 0,11% des voix. J'avais fait moi-même 11% dans le 20e, je fais cette fois-ci plus de 15%. J'espère que vous serez présent aussi en tête de la liste des européennes, parce que maintenant, en route, juste après le deuxième tour des municipales, en route pour de nouvelles aventures européennes. Ah, je dois vous dire que le résultat de dimanche dernier est tout à fait capital pour le succès que j'escompte aux élections européennes. En effet, je rappelle que depuis plusieurs mois, on essaie d'inculquer aux Français l'idée que le Front National est non seulement en régression, mais même en voie de disparition. Et M. Rollat, bien qu'en reconnaissant s'être toujours trompé dans ses prévisions, annonçait sur 8 colonnes
d'une étude du journal Le Monde, la marginalisation de Le Pen. Eh bien, le pauvre monsieur Rollat s'est une fois de plus trompé, et avec le mode de scrutin, la clarté de l'élection européenne, l'importance que va revêtir cette élection pour la défense des intérêts français en Europe et des intérêts européens dans le monde, dans la perspective de 1992, eh bien, je suis convaincu qu'à la proportionnelle intégrale, mode de scrutin des élections européennes, le Front National va faire un succès remarquable. Le plus beau pourcentage qu'il n'ait jamais atteint. Je ferai, j'en suis sûr, à la tête de la liste européenne, mieux que je l'ai fait lors des élections présidentielles. C'est-à-dire que, ayant passé la barre des 15%, nous allons aller vers celle des 20%. Et ceci progressivement, en nous organisant, en nous implantant, en tramant, en croisant trame et chaîne du tissu français, nous allons finir par réaliser notre objectif d'arriver au pouvoir pour mettre en place une politique capable de redresser le pays et de le faire renaître. Merci Jean-Marie Le Pen. Voilà, ça y est, on a le remicro. Bien, c'était donc, je vous le disais, le président du Front National qui s'appelle Monsieur Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est ça, j'avais perdu le papier. Je ne sais pas si ça fait beaucoup rire ce genre de truc. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs, parce qu'en général les militants sont assez susceptibles, il faut dire. Mais tant pis, ça m'amuse moi de le faire quand même, vous voyez. Donc il n'y a pas de raison que je m'amuse pas. L'adresse à laquelle on peut se procurer le livre d'André Figueras, L'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus revue et corrigée, c'est boîte postale 575 75 027 Paris CEDEX 01. Un jour on écrira aux gens comme ça sera monsieur 2423 344 rue 728 954 CEDEX 34. Ce sera des adresses d'une poésie folle. Quand on enverra des lettres d'amour, ce sera vraiment un plaisir. Oui. Alors, je rappelle... C'est le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la... Il viendra le pont 24. On va faire entrer maintenant nos amis pour le débat sur le 19 mars, s'ils veulent bien venir. Je vois Pierre Descaves qui est dans le studio technique. Pierre Descaves, lui, il n'y a pas besoin de l'appeler, tu sais. Non, il n'y a pas besoin. Arrive, lui. Hein. En attendant qu'il s'installe, je me tourne vers Roland Gaucher. Viens là. Roland, tu es candidat pour le deuxième tour dans le 19e. Oui. Et je voudrais bien que tu nous racontes, parce que l'anecdote en soi est assez intéressante, pourquoi tu es candidat dans le 19e? Je suis candidat dans le 19e parce que le 19e est un point dans lequel s'est incrusté National Hebdo. À savoir que nous vendons ce journal depuis maintenant environ 5 ans grâce à l'activité de, de mon second liste Xavier Vout, qui est un garçon de quarantaine d'années, extrêmement actif, un homme typique de terrain, et qui a constitué un groupe de vente sur 5 marchés. Donc il y en a 2 le samedi, le marché Brunet et le marché de la rue de Meaux. Il y en a 3 le dimanche, Crimée, Sécrétan et la place des Fêtes. Et je voudrais rappeler que la place des Fêtes, c'est un vieux fief de la gauche. Que le 19e arrondissement, c'est l'arrondissement où le PC, le Parti communiste français, a établi son siège central, place du Colonel Fabien. Si nous avions, il y a 10 ans, essayé de vendre quoi que ce soit, de distribuer quoi que ce soit à la place des Fêtes, nous aurions été virés de là dans les 10 minutes par les gros bras du PC. Nous y sommes depuis 5 ans, c'est une victoire considérable de la droite, une victoire que le Parti communiste encaisse, puisqu'ils vendent leurs journaux et ils distribuent leurs tracts à côté de nous, à 10 mètres. Moi, quand j'arrive sur la place des Fêtes, eh bien, il y a des vendeurs du PC qui me tendent le journal du parti, ou qui me distribuent un tract, que je prends d'ailleurs et que je lis toujours avec intérêt, parce que je lis toujours la presse adverse avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai vu avec beaucoup d'intérêt que M. Paul Laurent
que M. Paul Laurent me traitait de vieil activiste de droite, ce qui de sa part était extraordinairement poli. Il y a de la déflation dans l'injure, oui, là. Oui, c'est ça, j'étais surpris, je me suis demandé même s'il n'avait pas me proposé au deuxième tour la fusion. J'ai l'habitude, c'était l'infâme collabo, responsable de la mort de 6 millions de juifs, le bras droit de Marcel Déat, bon, l'ancien lieutenant de la LVF, il me confondait avec François Gaucher, mais ça n'a pas d'importance. Bon, ils en sont passés après. Il y a 50 gauchers sur l'annuaire téléphonique de Paris. Il faut qu'il y ait un gaucher droitiste, plutôt. Oui, et il y a 17 marchés. Bon, enfin, ça les gêne pas, hein. Ça, c'est pas un problème. Alors, pourquoi... Bon, alors donc, je reviens là. Ce que je constate d'ailleurs, c'est que ce matin, M. Paul Laurent est passé, je crois que c'est à Europe 1, je l'ai entendu, on lui a posé beaucoup de questions, mais il y a une question qu'on ne l'a absolument pas posée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris d'être régulièrement doublé par le Front National dans les élections? Parce que, à chaque fois, maintenant, depuis, disons, 3 ans, eh bien, le Front National arrive avant le Parti communiste. Et là, ça a été significatif. Il y avait une barre des 10%. Je l'ai franchi de justesse. Et M. Laurent, il a raté ça. Il a raté la barre des 10% à demi-point. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent au second tour. Et que nous serons présents. Je crois que la présence des nationalistes français dans le 19e arrondissement, quartier essentiellement populaire, c'est véritablement quelque chose d'ultra positif et je dirais en quelque sorte de révolutionnaire. Alors la raison de ta présence au deuxième tour maintenant, parce qu'au premier tour on comprend... c'est que tout simplement je subsiste. Des électeurs, je survis. Alors je vais affiner ma question. Qui a fait 25%, candidat du Parti Socialiste, un très mauvais candidat, mais enfin c'est pas de sa faute. Et deuxièmement, il y a M. Ferron, qui est le candidat du RPR, de l'UDF et du CNI. Bon. Alors, mais alors justement, si, le CNI ayant comme programme, comme slogan, pas d'ennemis à droite, comment est-il possible? Le monsieur Ferron n'est pas un homme de Chirac, c'est une très apparemment. C'est la question que j'ai posée par lettre à monsieur Ferron. Comment c'était je crois c'était le lundi peut-être. Non, mardi. Ouais. Et il m'a non, je l'ai posé le lundi et il m'a répondu poliment d'ailleurs, mais courtement le mardi, en me disant que le pacte RPR, UDF, CNI interdisait qu'il n'y a aucune espèce de liste commune entre eux et nous. Je dois dire que la position de M. Ferron, moi je trouve ça extrêmement intéressant, d'abord à cause de ce que tu viens de dire, à savoir le pas d'ennemi à droite d'un parti dont il était il n'y a pas longtemps le président. Il n'est pas resté longtemps parce que M. Briand, qui est un ancien nageur de combat, mais qui en réalité une sorte un plongeur plutôt, qui a arrêté une sorte de petit squale, voilà. Bon, a viré M. Ferron dans les plus brefs délais, c'est-à-dire je crois il a mis 15 jours pour se débarrasser de lui. Bon, alors ça c'est quand même une bonne question là-dessus, il ne m'a pas répondu. Bon, ce qui est, je crois, intéressant, c'est que nous restons et que la partie, à mon avis, n'est pas entièrement jouée. Et puis, ce qui est intéressant surtout, c'est de montrer le mépris, on en a parlé déjà un peu, des dirigeants du RPR, de l'UDF, vis-à-vis des électeurs de droite. Ils les considèrent comme des sous-électeurs, de même qu'il y a des peuples sous-développés, il y a des sous-électeurs. Les sous-électeurs ont droit de donner leur voix, mais ils n'ont pas le droit de désigner des élus. Ils sont tenus à l'égard. Et d'ailleurs, on peut faire une comparaison aussi avec le domaine des affaires, ce qui ne doit pas d'ailleurs surprendre M. Ferron. Je suppose que M. Ferron soit un industriel qui propose un projet de construction dans le 19e arrondissement. Il lui faut 50 millions. Il en réunit 42, ce qui est son chiffre actuel de voix. Moi, je lui en apporte 10. Et je demande à M. Ferron, voilà, je vous apporte 10 briques, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Est-ce que je peux entrer à votre conseil d'administration? Elle me dit, ah non, M. Gaucher, ça c'est pas possible. Bon, alors est-ce que je peux avoir des actions dans votre job? Ah oui, M. Gaucher, non, ça c'est pas possible. Ah bon, alors M. Ferron, qu'est-ce que je peux avoir? M. Gaucher, écoutez, si on ferme l'électricité, si on s'assure qu'il n'y a pas de photographe avec des flashs dans un coin de la pièce, furtivement, je vous donnerai une bonne poignée de main, et Mme Bouchera, qui est mon adjoint, vous donnera un gros béco sur les 2 joues. Alors j'apprécierais beaucoup d'avoir un gros béco sur les 2 joues de Mme Bouchera, mais je dis à M. Ferron qu'il aille se faire cuire en œuf chez un maître cuisinier qui s'appelle M. Chirac à l'hôtel de ville, et je me maintiens au second tour. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire, Bouchara, en berbère?
Ça veut dire le vampire, la chauve-souris. Alors fais gaffe au baiser. C'est très intéressant à savoir. Ben, je tâcherai de ne pas me laisser vampiriser. Voilà. Bon, et puis alors, donc, Ouais. tu vas être présent au deuxième tour, et comme le disait Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, tu as une chance, s'il y a une bonne confirmation des suffrages du premier tour, et même une amplification des suffrages du premier tour, Oui. tu as une chance d'être conseiller de Paris. Oh, c'est une chance quand même, c'est une chance restreinte, parce que, bon, il faut bien dire, pour que cette chance joue, il faut dire que dans le 19e, il y a eu une non-participation assez remarquable. Je crois que il y a 44% d'abstention. Donc il faut qu'au second tour, il y ait des gens qui se mobilisent. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible de notre côté, parce que la loi établie par le charcutier Pasqua pour les législatives et les élections partielles qui ont suivi nous ont fait un tort considérable, à savoir qu'on disait le front, Il n'aura rien. il n'aura rien. Bon, c'est pas la peine de se déplacer. Tandis que maintenant, on voit qu'avec le premier tour des élections municipales, 572 élus déjà. 572 élus, nous serons présents partout, et c'est quand même un succès considérable qui peut donc remobiliser des gens qui avaient croyaient peut-être pas. tendance à ne plus y croire. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je ferai une autocritique. L'autocritique, à mon avis, c'est que nous avons eu le tort de négliger les problèmes de l'écologie, de l'environnement, et il faut bien voir que nous avons certainement pâti, dans tous les arrondissements de Paris, et dans les autres aussi départements, du fait que nous n'avons pas suffisamment développé ce thème. Et ce sera, je pense, un des sujets de préoccupation de National Hebdo dans les semaines et dans les mois qui viennent. L'écologie, c'est un thème de droite. C'est Alexis Carrel qui en parle. Bon, ça n'est pas de la gauche nous l'a arraché à l'occasion des événements de mai 68, mais il faut se rappeler que tous les cons d'universitaires, excusez-moi si je suis un petit peu grossier, Non, non, c'est quand une on parlait redondance. précisément d'écologie qui était développée par les gens de droite, ils disaient c'est des gens qui veulent faire tourner en arrière la roue de l'histoire, revenir au Moyen-Âge, et ensuite ils ont récupéré ce thème dans le sens d'un combat contre le capitalisme, c'est-à-dire que on n'attaquait jamais l'Union soviétique à propos de Tchernobyl, mais qu'on attaquait les régimes de l'Ouest sur ce plan. Mais il n'empêche que les problèmes de l'écologie sont des problèmes graves qui engagent l'avenir de l'humanité et sur lesquels nous devons nous battre. Car c'est un thème, je crois, typique des gens de droite. Mais en rappelant que beaucoup d'écologistes d'ailleurs sont des gens qui militent pour la préservation de la pâquerette, mais qui sont pour l'avortement. Oui, En plus, qui est aussi un peu paradoxal. Roland, il y a un autre problème qui concerne l'humanité, en tout cas une part de l'humanité dont je m'honore de faire partie et qui me concerne très directement, c'est la situation de National Hebdo. Alors, oui, je me préparais d'ailleurs. je voudrais que tu en dises deux mots. Je vais en parler. La situation de National Hebdo, nous sommes heurtés à un problème qui était que le propriétaire chez qui nous étions installés rue de Courcelles nous a tout simplement mis à la porte. Je ne vais pas critiquer ce propriétaire. Il subit les pressions de la société actuelle, des médias. Il sait que nous avons été l'objet de 2 agressions, dont l'une a fait la première des dégâts matériels importants chez nous, la seconde a provoqué un blessé. C'est évident, ça se répercute dans le quartier. Bon, ça le gêne, et il n'a pas voulu renouveler le bail. Bon, donc moi je ne le mets pas en cause. Il a fallu que nous retrouvions un nouveau local, ce qui n'est pas une petite affaire, et à cette occasion, il y a évidemment des frais importants engagés, en particulier des frais d'aménagement de nos nouveaux locaux qui seront beaucoup plus vastes que ceux que nous avons actuellement, qui se situeront dans le centre de Paris. Et alors nous avons lancé un appel à la souscription et à l'aide de nos lecteurs et abonnés, et je dois dire j'étais stupéfait. J'étais stupéfait parce que cet appel a paru dans un numéro de National Hebdo qui a été saboté en partie par la grève des MPP, bon, qui n'a pas affecté que National Hebdo, qui a affecté aussi Minutes et puis beaucoup de quotidiens, le jeudi, mais dès le vendredi, nous recevions près de 3000 francs, et actuellement, 3 jours, alors que nous réclamions une souscription de l'ordre, disons, de 500 000 francs, nous en avons reçu 150 000, avec des lettres extraordinairement émouvantes, des gens qui nous envoient des chèques de 100 francs, de 50 francs, etc., qui prennent sur leurs maigres émoluments, parce que, par exemple, nous avons, parmi nos lecteurs, des chômeurs et des retraités, et je crois que ça, c'est un témoignage de solidarité absolument extraordinaire. Et dès maintenant, nous avons l'assurance que la souscription sera couverte, et que par conséquent, National Hebdo... Ce qui n'empêche pas de continuer à aider. Oui, ce qui Même n'empêche avec pas cette de assurance. continuer à aider, mais nous avons déjà l'assurance
que cette souscription sera couverte, donc nous pourrons, nous réaménager et continuer à travailler dans de meilleures conditions, de façon plus efficace. Et surtout, ça a été aussi très net déjà dès le banquet des 1000 que nous avions organisé. Il est évident qu'il y a autour de National Hebdo, bien entendu autour de Jean-Marie Le Pen, autour de François Brignot, autour de Serge de Beketch, autour de Gabriel Domnech et autour, disons, de tous les collaborateurs de l'équipe, il y a, comment dirais-je, une communauté qui s'est créée au fil des mois. C'est une performance que, compte tenu des moyens modestes dont nous disposons, que je considère comme tout à fait remarquable. Et je tenais à en parler ce soir, et je tenais surtout à remercier tous ceux qui nous ont aidés. Nous avons reçu des centaines de lettres en 3 jours. On ne pourra en publier dans le courrier des lecteurs qu'une douzaine au maximum, mais naturellement nous répondrons à tous ceux qui nous ont écrit, et puis surtout le jour où nous emménagerons, eh bien nous prendrons la crémaillère, nous inviterons ceux qui nous ont aidés. Merci Roland Gaucher. Et bon, je te dis voudrais pas... dire un tout petit mot, Oui. simplement, pour revenir, parce que je veux dire que j'ai été très sensible à ce qui a été dit au début de cette intervention, c'est-à-dire en ce qui concerne le mur des fédérés, d'une part, et d'autre part en ce qui concerne la rue d'Isly, le halte au feu, mon lieutenant. Moi j'ai encore ça dans l'oreille. Le cri, j'avais oublié son nom, mais vous le rappelez, monsieur Zanit, c'était un cri extraordinairement déchirant, de même que le mur des fédérés, la fusillade des communards. C'était aussi quelque chose d'un épisode tout à fait tragique de notre histoire, une histoire qui est difficile parce que nous sommes un vieux pays de guerre civile et que à chaque instant, je crois à chaque instant, ce pays menace de basculer dans la violence, alors qu'il a, disons, d'énormes possibilités intellectuelles. Et ça, c'est quelque chose de très profond qui est peut-être lié au fait que nous sommes des Gaulois divisés en tribus qui nous battons. Mais les tribus gauloises, c'est quand même mieux que certaines autres tribus. Oui. Merci Roland Gaucher. Et bon, je ne te dis pas bonne chance pour dimanche, parce que j'espère que tu feras pas un score suffisant pour que le 14e de liste soit élu, parce que je serai dans le coup, et c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Merci et bonsoir. Alors, Pierre Descaves, avec 20 minutes de retard, je vais te passer le micro pour présenter le débat, la conversation sur le 19 mars. Je voudrais que tous les invités entrent. Je voudrais que le colonel Moinet, qui nous a rejoint, fasse son entrée dans le studio. Bernard Et Coll. je voudrais que Bernard Coll fasse son entrée aussi. Et puis j'avais vu tout à l'heure un autre participant au débat, mais tu vas nous présenter tous ces gens-là, Pierre, immédiatement. Oui, alors merci Serge de Beketch de nous avoir invités pour cette importante date qu'est le 19 mars 1962. Mais avant, je voudrais dire un tout petit mot de ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis très frappé, et je dirais même je suis outré, de voir tous ces procès d'intention qu'on fait au Front National, de voir cet ostracisme, de voir cette exclusion, et tout ça sous prétexte de valeurs qui ne seraient pas les mêmes que les valeurs du RPR ou de l'UDF. Et alors, ce ne sont que procès d'intention, faux fuyants, illusions, allusions, sous-entendus. Eh bien, moi, je vais faire une proposition ici, puisque nous sommes à Radio Courtoisie, qui est une radio qui n'a pas d'ennemis à droite. Et puisque Jean Ferré a reçu, lui, à peu près tous les représentants de cette droite, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas, avec son arbitrage, un débat sur les valeurs? Il faut enfin qu'on sache qu'est-ce qu'ils nous reprochent, ces gens-là. Car ce qu'ils nous reprochent, car jamais ils ne l'ont dit, ce sont toujours des idées qui restent en l'air. Eh bien moi je dis qu'ils viennent devant nous, un représentant du RPR, un représentant de l'UDF, cette fameuse conscience qui ont tant de choses à nous reprocher. Moi je viendrai aussi, avec un de mes amis. Et puis nous verrons bien si les valeurs qu'ils défendent sont supérieures aux nôtres, ou si les nôtres, comme je le pense, sont et de loin supérieures aux leurs. Car nous n'avons rien à nous reprocher à aucun moment. Et s'ils ne viennent pas, l'on saura alors que ce sont de véritables complices de la gauche, ce que je crois personnellement. S'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils viennent discuter. Il y a un arbitre, Jean Ferré. Et puis si, comme je le pense, ils ne sont pas de bonne foi, eh bien au moins, les gens de radio, les auditeurs de Radio Courtoisie le sauront. Et ce que je demande aujourd'hui,
eh bien que tous ces auditeurs qui nous écoutent donnent leur point de vue, qu'ils expriment leur opinion, qu'ils disent qu'ils estiment que c'est légitime. Nous avons le droit à la défense, nous avons le droit à l'explication, et on est en train de nous refaire exactement le procès de l'Algérie française. Et j'en reviens maintenant à notre sujet. Car en réalité, de quoi allons-nous parler dans Alors ce Pierre, en débat? tout cas, le défi est lancé. Il est lancé. Je constate que tu ne m'as pas choisi comme arbitre, ce qui me blesse profondément, je dois le dire. Je préfère Jean Ferré parce que toi tu risquerais d'être partial. Ah non, bon, alors ça c'est une atteinte à mon Et honneur. moi, je remarque qu'il n'a pas fait du tout allusion à ce que Présent répète sans arrêt, qu'on aura certainement, ils viendront, on aura des sous-fifres du RPR et de l'UDF. C'est la question qu'il faut poser, c'est le serment qu'ils ont prêté devant les B'nai B'rith, qui est une loge franc-maçonne. Des gens comme Madeleine, je donne quelques noms, on en connaît 5-6, il y en a d'autres. Ils ont prêté serment devant les B'nai B'rith de ne jamais s'allier avec le Front National. C'est pour ça qu'ils se feront harakiri, qu'ils se suicideront, qu'ils se tueront, plutôt que de passer un accord. Ils viendront discuter, les gens diront on n'est pas très loin, Pour une on fois va qu'ils bien tiendront voter. leurs promesses. Voilà. Pour une fois quand même, monsieur Descartes, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, à une toute petite nuance qui certainement ne vous échappe pas, et je crois même que vous êtes de mon point de vue. Pourquoi dire que ces gens-là ont des choses à nous reprocher, les accusateurs, que nous, n'est-ce pas? C'est vrai que Jean-Marie Le Pen nous l'a expliqué, il propose, et il proposera toujours, je pense que c'est une figure de style, à ces gens-là une alliance, nous connaissons la réponse, c'est même pas la peine d'attendre. Le fait est que, de ce côté-là, ces gens-là se mettent dans leur tort. Mais, une fois pour toutes, est-ce qu'on va pas cesser d'être dans une position de défense? J'ai eu l'impression, en vous écoutant, que vous intériorisez ce que nous avons vécu depuis une trentaine d'années. Pour ma part, ça fait une trentaine d'années que je milite depuis la guerre d'Algérie, d'être les accusés. Mais j'en ai assez d'être un accusé. L'accusateur, c'est nous. C'est nous qui avons, qui refusons en définitive de faire confiance. Nous pouvons débattre avec ces gens-là, nous pouvons même débattre avec le Parti communiste. Nous pouvons débattre avec le Parti communiste, d'ailleurs au moins c'est plus franc que de débattre avec le RPR ou l'UDF. Mais véritablement, je voudrais dire pour ma part que je ne me sens pas engagé dans une situation dans laquelle nous serions une fois de plus dans une position défensive. Et d'ailleurs, puisqu'on va parler du 19 mars 1962, moi je dois dire, je confonds toujours la date du 19 et celle du 26, qui est resté un souvenir pour le militant nationaliste que j'étais, n'est-ce pas? Quand on le halte au feu, quand je le réentends, je l'ai fait écouter à ma fille il y a quelque temps, je ne peux pas y songer sans émotion. Voilà. Et véritablement, dans une situation pareille, les accusateurs, j'y reviens, c'est nous, et voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, de toute façon, je dois dire Pierre, un mot. Non, mais on arrive à la... Je ne me sens pas du tout un complexe de culpabilité. Non, mais on avait cru le comprendre. Moi, mais non, c'est tout le contraire. Je les attaque directement. Ben, nous pouvons débattre courtoisement, mais pas en nous mettant en position d'abus. J'ai une deuxième chose que je voulais dire à ce que dit Alain Sanders, parce que quand on dit des B'nai B'rith que c'est une loge franc-maçonne, ce sont des gens, je ne suis pas philosophiquement, vous imaginez bien, mais je voudrais quand même dire une chose. Les B'nai B'rith ne sont pas une loge maçonnique régulière, en ce sens que dans une loge maçonnique, on ne fait pas de distinctions humaines. Les B'nai B'rith sont, et je mets au défi qui que ce soit de me prouver le contraire, sont une organisation raciste. Tout à fait. Hein, je tiens même le témoignage d'un des spécialistes des questions de racisme en France, Pierre-André Taguieff, que pour des raisons onomastiques, on a pris comme consultant des B'nai B'rith. Je dis donc, je lance un défi aux B'nai B'rith de faire parler Pierre-André Taguieff sur ce qu'il pense, n'est-ce pas, de la qualité d'appartenance aux B'nai B'rith. Les B'nai B'rith ne sont pas une loge maçonnique, elles ne sont pas reconnues par la maçonnerie régulière. Hein, elles ne sont pas reconnues par la maçonnerie régulière, car c'est une organisation raciste. Donc, les gens dont tu parlais, dont j'ai oublié le nom, hein, parce que leur nom mérite d'être effacé, eh bien, ces gens-là ont prêté serment à une organisation raciste. Et étrangère, en donc, plus. il y a deux défis ce soir, dont fait partie Anne Sinclair et Yvan Levaille. Le troisième défi, c'est qu'il est 19h30 et qu'il faut impérativement passer au mini-journal, voilà. Le roi Renaud de guerre revint, portant ses tripes en sa main. Sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud.
Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi. Ni de ma femme, ni de mon fils, je ne saurais me réjouir. Allez ma mère, allez devant, faites-moi faire un beau lit blanc. Guère de temps y resterait, à la minuit trépasserait. Mais faites-le-moi, c'est d'ici pas. Bien, avec clairvoyance, modestie et courage, comme nous invite à le faire un auditeur, nous allons attaquer maintenant le débat. Après que j'aurai signalé que oui, évidemment, je vais participer aux deux pèlerinages. On suivra avec Radio Courtoisie les deux pèlerinages, celui de Renaissance catholique et celui du Centre Charlier, et on continuera à le faire jusqu'au moment où cette division inutile sera réglée et cessera. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, et bon, dans mon esprit, il n'y a aucun problème, c'est mes amis des deux côtés. Et je ne vois pas du tout en quoi il peut y avoir schisme ou désobéissance ou quoi que ce soit, point à la ligne. Pierre Descaves, pour la 5e fois, je te le dis, mais cette fois-ci je ne reprendrai pas la parole, tu as la parole. Bien. Alors justement, ce qui nous amène ce soir, cette affaire du 19 mars 1962, va nous montrer justement à quel point la duplicité de ceux qui aujourd'hui nous repoussent a été grande et combien elle a été à l'origine de multiples malheurs qui se sont abattus sur les départements français d'Algérie. Nous allons montrer dans un premier temps que toute leur politique a été basée sur le mensonge. On nous a menti sciemment et on nous a menti souvent. Nous démontrerons ensuite que les fameux accords d'Évian ne sont qu'une imposture. Le 19 mars 62 est basé sur une imposture. Et enfin, et c'est là pour moi le plus grave, nous allons vous démontrer que c'est une véritable infamie. Car c'est à partir de ce semblant d'accord que l'on a vu les drames les plus atroces qui se sont passés dans cette région de France. Pour en débattre, j'ai invité, à ta demande, le colonel Moinet. Que nos éditeurs connaissent, qui est l'auteur de très nombreux livres, parmi lesquels un qui va sortir, enfin un qui est encore en vente à la librairie du Ken, qui s'appelle Journal d'une agonie, et puis un qui va sortir très prochainement, Ahmed connaît pas, le calvaire des harkis. On parlera de ça tout à l'heure avec le colonel Moinet, bien sûr. Également Bernard Coll. Que nous connaissons Bernard aussi. Coll, qui lui s'occupe de Jeunes Pieds Noirs et qui depuis 1981 est toujours en haut des Champs-Élysées pour répondre à la FNACA, cette association qui n'est pas communiste, entre guillemets, et Qu'ils le disent. et avec lequel je me trouve en compagnie de certains jeunes, et nous avons le plaisir, après tant d'années, de nous retrouver à chaque fois dans un quart de police ou voilà, et ça nous rajeunit de beaucoup. Et puis nous avons invité également deux grands témoins. Le premier témoin est un soldat du contingent, monsieur Pijard. Il expliquera ce qui s'est passé pour ces soldats du contingent, notamment lorsqu'ils sont trouvés dans l'obligation de rester l'arme au pied alors que l'on assassinait autour d'eux et devant eux et sous leurs yeux et sur les ordres qu'ils avaient reçus. Et ça, cette imposture, il faudra bien que nous la dénoncions et vivement. Et nous avons également une de ces pitoyables victimes, de ceux qui ont donné leur sang pour la France. Nous avons un harki qui est médaillé, et là Bernard Coll le présentera, qui a fait les combats et que nous avons mis en prison lorsqu'il est rentré en France. Il a connu la détresse de tous ses compatriotes et il vous expliquera lui-même ce qui s'est passé à ce moment. Je voudrais donc que nous commencions par les mensonges. Et là, je pense que... Alors Pierre, si tu permets un mot, on a beaucoup d'auditeurs qui sont des très jeunes auditeurs, et j'ai découvert, à force de faire cette émission, que très souvent, ils ne comprennent absolument pas de quoi on parle, parce qu'on ne l'explique pas. Alors, la première question, qu'est-ce que c'est que le 19 mars 62 ? Alors le colonel Moinet peut peut-être nous répondre, puisqu'il est historien. Et pas seulement de cette période d'ailleurs. Le 19 mars 62 est sans doute, et sera certainement,
une des dates les plus pénibles, les plus sombres et je pèse mes mots, les plus déshonorantes de l'histoire de France. Il s'agit de quoi? Il s'agit de signer à Évian des accords qui n'en seront pas d'ailleurs, nous le verrons tout à l'heure, entre, d'une part, quelques représentants du gouvernement de l'époque, du chef de l'État de l'époque, à savoir M. Boulin, M. De Broglie, M. Jox, le père de l'autre, pour traiter avec le GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne, installé en Tunisie, et pour traiter d'un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu entre qui et qui? Il y a en Algérie, le jour où on signe les accords d'Évian, 3892 félagas en armes. J'en ai le détail, j'en ai la décomposition en katiba, en groupes, en sections. Nous avons tout le planning de ce dispositif, donc moins de 3500 pratiquement. Pour l'Oranie, j'étais au 2e bureau du corps d'armée d'Oran. Il y avait 3 millions d'habitants en Oranie à l'époque. Il y avait exactement 450 félagas en armes, avec 2 fusils mitrailleurs dont un ne fonctionnait plus. Telle était la situation des félagas sur le terrain. Devant quoi? Devant en gros 500 000 hommes du contingent et quelque chose comme 200 000 Français musulmans engagés dans l'armée française. Pour revenir à l'Oranie, devant les 450 félagas qui se terraient dans des coins car ils ne pouvaient plus sortir, il y avait autour de 50 000 harkis, morassnis et tirailleurs. Seulement, qu'y avait-il à cette table? Il n'y avait pas de morassnis, il n'y avait pas de harkis, il n'y avait pas de tirailleurs, il n'y avait pas de pieds noirs, il n'y avait aucun représentant des 75% d'Algériens qui ne voulaient pas quitter la France et qui désiraient ardemment rester attachés à la France. Il y avait la minorité FLN qui représentait autour de 20% de la population. Et voilà comment a été posé le vrai problème politique aux yeux de l'histoire. Alors, colonel Moinet, le premier mensonge, vous l'avez déjà dénoncé, puisque le premier mensonge, c'est celui qui consiste à essayer de nous faire croire, 27 ans après, que ce traité a été passé entre 2 peuples, le peuple français et le peuple algérien, l'un accordant à l'autre son indépendance et l'autre accordant à l'un la paix pour 1000 ans. Pierre Descaves. Mais il y a eu un mensonge préalable, car le 19 mars 62 est l'aboutissement d'une politique qui est née le 13 mai 1958, lorsque nous avons, Algérie, abattu cette 4e République qui était vomi par tout le monde, et lorsque nous avons appelé, ou plus exactement, lorsque les militaires ont appelé le général de Gaulle au pouvoir. Et là, je voudrais que Bernard Coll, qui a ramené quelques citations, nous les lise, car vous verrez dans quel état était la situation pour les pieds noirs, à qui on avait fait croire qu'on venait les défendre. Alors Bernard? Oui, je vais vous citer un passage extrait d'un livre qui a été publié en octobre 1961, et je vous donnerai le nom de l'auteur ensuite. C'est un livre qui est fondamental pour bien comprendre effectivement cette situation, pour resituer l'environnement, et la personne d'ailleurs qui a écrit ce livre est très connue, et on verra qu'il a publié d'autres livres ensuite. Donc je lis ce passage pour bien comprendre le contexte au niveau des chiffres. À défaut de précision numérique, on peut fixer au moins l'ordre de grandeur minimum pour cette catégorie, c'est-à-dire le nombre de harkis. On suppose en effet que, sinon tous, en tout cas l'immense majorité des musulmans engagés aux côtés de la France, demanderaient à quitter une Algérie dominée par le FLN. Rappelons qu'il s'agit sur le plan militaire d'environ 150 000 hommes qui se décomposent en militaires de carrière, harkis, morassnis, Maxem d'Essas, GMS. Sur le plan politique, d'au moins 50 000 personnes, dont quelques 10 000 conseillers municipaux, que l'on accusera d'avoir collaboré. On arrive ainsi à un minimum de 200 000 hommes, ce qui donnerait le coefficient familial appliqué aux familles musulmanes étant ordinairement fixé à 5,5,
environ 1 100 000 réfugiés. Je peux vous arrêter, Bernard Cole, une seconde pour dire que justement, on a un auditeur qui appelle en disant, sujet des accords d'Évian, est-ce qu'il n'y a pas eu d'accord secret permettant l'occupation de la France par les Algériens? Je veux dire que ça, bon, c'est la conséquence, c'est pas une question. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que ce que Bernard Cole est en train de nous lire, c'est un texte qui explique pourquoi ces gens-là ont laissé les harkis là-bas, enfin le motif qu'ils donnaient. Est-ce qu'on ne pourrait pas rappeler un petit point? Parce que les accords secrets, par hypothèse, tant qu'on ne les a pas entre les mains, on ne peut pas les invoquer. Moi, j'ai trouvé l'autre jour, je ne savais pas qu'on parlerait de ça, mais j'ai trouvé l'autre jour quelque chose dont je vais faire un tract, qui est une déclaration du fondateur de la secte, non pas la secte que nous allons dénoncer, le 23 avec Serge de Békèche, mais la secte qui s'appelle Rassemblement pour la République, c'est bien ça, aujourd'hui, et qui était le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, en 1961, au moment où il a fait le premier discours disant ouvertement qu'on allait vers l'indépendance, a dit à ce moment-là, la France rentre tout, donc la citation exacte, excusez-moi, mais comme je vais l'éditer en tract, vous pourrez vous l'avoir entre les mains, elle est très simple, elle dit clairement, si nous donnons l'indépendance à l'Algérie, nous allons la donner, il le dit à l'automne 61, eh bien, on renverra de France tous les Algériens qui ne veulent pas être français. Et ça me paraît un argument qui complétera peut-être les choses de l'époque. C'est qu'aujourd'hui, les gaullistes devraient se souvenir que quand on a donné l'indépendance à l'Algérie, les accords d'Évian, je ne sais même pas pourquoi on les appelle les accords, non, il n'y a pas eu d'accord. Le document qui n'a jamais été appliqué, n'est-ce pas? Il était quand même dans l'accord plébiscitaire qu'il y avait avec entre le gaullisme et le peuple français. On en avait assez de la guerre d'Algérie. Moi, à l'époque, j'étais un jeune couillon au S, donc je ne faisais pas partie des gens qui en avaient assez de la guerre d'Algérie, mais le peuple français en avait assez de la guerre d'Algérie, semble-t-il, mais on lui disait, on fout dehors les Algériens qui ne veulent pas rester français. Et je prends la parole à Bernard Cole. Oui, c'est une citation à rappeler. Absolument, c'est effectivement un complément d'information. Continue ta lecture. Ce qu'il y a d'important, c'est de situer le rapport de force. Donc, selon cette analyse, qui paraît tout à fait simple et effectivement de bon sens, il y avait donc d'engagé du côté français à cette époque-là une masse de musulmans, mais totalement engagés, de plus d'1 100 000 personnes qui se battaient pour l'Algérie française, l'Algérie du 13 mai 58. Alors je continue la citation. Un autre calcul permet de pressentir le nombre de musulmans qui s'enfuiraient d'une Algérie révolutionnaire. Le terrorisme FLN a fait en 7 ans 10 000 victimes musulmanes en métropole, 3 000 morts, 7 000 blessés, et 40 000 victimes musulmanes en Algérie, dont 14 000 tués. Le nombre des victimes musulmanes du terrorisme est de 7 fois supérieur au nombre de victimes européennes. Ce chiffre suffit à replacer dans sa vraie perspective la théorie selon laquelle le peuple musulman est un et indivisible et tout entier derrière le FLN. S'il en était ainsi, les seules victimes du terrorisme seraient des Européens. Il s'agirait d'une guerre raciale comme en Palestine ou au Kenya. En fait, la guerre d'Algérie est aussi une guerre civile entre frères de race et de religion. Texte publié en 61. Voilà, alors c'est un texte qui est publié en juillet 61. Je crois qu'il est fondamental parce que l'analyse est exacte. Le rapport de force, le colonel Moinet l'a cité tout à l'heure, 3500 hommes réellement opérationnels, avec la logistique. Je reprends alors un autre ouvrage de l'époque, parce que tout est écrit en fait dans les ouvrages de l'époque. Je vais donner l'auteur après, oui, parce que c'est intéressant. On peut le donner. Alors, je cite... Nous prêtons l'oreille, même ce qu'il y a les de oreilles. fabuleux, c'est quand on lit la presse de l'époque, tout est écrit. C'est le Paris Match du 24 mars 1962. Et donc, dans ce Paris Match du 24 mars 62, donc on vient de signer les accords d'Évian, il est indiqué dans l'aspect du problème militaire, parce que le problème militaire est le problème fondamental pour larguer l'Algérie. Donc on a vu d'un côté 200 000 Français musulmans en armes, les harkis. De l'autre côté, le colonel Moinet l'a indiqué, 3500 à peu près opérationnels dans les Katibas. Et il est écrit donc dans ce numéro de Paris Match de l'époque, un délégué FLN explique que la France s'est rendu compte que la théorie des zones de regroupement était insoluble, c'est-à-dire qu'il pourrait regrouper l'armée d'un côté, mais française d'un côté, et les Katibas de l'autre. Les Français estiment à 9000 hommes l'effectif de la LN. Bon, si on n'a pas ces chiffres en tête, d'un côté 200 000 harkis en armes qui tiennent les villages, qui tiennent la quasi-totalité du territoire, des rebelles traqués, contraints à se réfugier dans les montagnes, etc. La vie économique du pays qui est entièrement tenue par la population pro-française, et notamment par les Français d'Algérie. Donc, le problème pour De Gaulle, à l'époque, qui veut lâcher l'Algérie, est simple, et complexe aussi plutôt, enfin simple en chiffres. 9000 hommes d'un côté, 200 000 de l'autre, comment je fais pour donner l'Algérie aux 9000 hommes en éliminant les 200 000?
Et je crois que si on n'a pas ces chiffres-là bien en tête, on ne comprend pas la suite du processus du 19 mars. Absolument. Parce que le 19 mars n'est qu'une étape, évidemment, fausse. Je veux dire, ce n'est pas un accord. Alors, je vous donne quand même l'auteur du premier passage. Il s'agit de monsieur Alain Perfit. Oui. Alain Perfit qui avait écrit un livre qui était passionnant, qui est passionnant parce que c'est un livre Qui est encore peut-être plus passionnant aujourd'hui. qui est passionnant aujourd'hui, mais je veux dire que c'est un livre intelligent. Il a fait une analyse parfaite de la situation, et je vous donnerai un deuxième passage de ce livre qui est encore plus horrible parce qu'il décrit tout le processus qu'il faut suivre pour aboutir au massacre des harkis. Alors Bernard Colle, justement, ce que vous venez de nous lire, Oui. l'article, le passage du bouquin de Perfit et l'extrait de l'article de Match, et la conclusion que vous en tirez, ça infère que dès avant le 19 mars, le massacre des harkis était programmé. Absolument. C'est-à-dire que premièrement, on ne pouvait pas les laisser en Algérie puisqu'ils étaient beaucoup trop nombreux pour que le FLN puisse prendre le pouvoir qu'on voulait lui donner. Et deuxièmement, il était exclu de les importer en métropole dans la mesure où ils seraient venus avec l'Asmala et qu'à l'époque, on ne se gênait pas pour dire que 1 million d'Algériens d'un seul coup en France, d'Algériens français en France d'un seul coup, c'était beaucoup trop. Moyennant quoi d'ailleurs, 27 ans plus tard, on en a 4 millions. Alors ça, c'est le succès d'une politique. Bon, on va pas revenir là-dessus. On verra Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce massacre a été programmé. Et ça, je crois que c'est la grande chose, c'est le grand point que j'aimerais qu'on éclaire, qu'on développe ce soir. Ça va être Colonel Moilet. Oui, j'ai un mot très précis là-dessus qui est terrifiant et que m'a adressé, c'est une relation authentique, que m'a adressé il y a quelques jours un des héros de Cassino, à la tête de ses tirailleurs, qui était le général Gandouette. Le général Gandouette, qui est une des toutes premières figures de la campagne d'Italie, et qui a une carrière étonnante, qui est un meneur d'hommes étonnant, a été voir le chef de l'État dans son bureau et lui a dit « Mais enfin, mon général, que vont devenir nos amis pieds noirs? Que vont devenir les tirailleurs, mes tirailleurs de la première armée française? Et que vont devenir les harkis et les morassiers ?» Et De Gaulle lui a répondu froidement « Mon cher Gandouette, ils seront sacrifiés. » Voilà qui est clair. C'était en quelle année ça? Ah, ça c'était en fin 61. Oui, il n'a pas cessé de le dire Oui, d'ailleurs tout au à l'heure, Pacha Gabolem. tout à l'heure, vous avez commis un lapsus que j'ai laissé passer, mais effectivement, Oui. c'était pas Robert Boulin, c'était Robert Buron qui était signataire des accords de... Oui, Boulin n'était pas signataire. Boulin était dans les accords. Il était dans les accords. Il était dans les accords. Ça a été le premier ministre des rapatrieurs. Je Absolument. rends la parole à Bernard Colle qui va nous faire encore un petit peu Alors, de lecture. petite allusion, tu as raison de dire que c'était peut-être le premier ministre des rapatriés. Boulin est un ami direct de Chaban-Delmas. C'est Chaban-Delmas qui l'a mis sur les rails politiques et on ne savait pas qu'en faire. Alors à l'époque, nous étions là en 62. Alors Chaban envoie Boulin dans le bureau vers De Gaulle et De Gaulle lui dit « Mon cher Boulin, alors vous connaissez l'Afrique du Nord ?» Il dit « Non, je ne connais pas l'Afrique du Nord. » « Vous connaissez les problèmes de pieds noirs ?» « Non, je ne connais pas les problèmes de pieds noirs. » « Vous connaissez un peu les problèmes musulmans ?» »« Non, je ne connais pas les problèmes. » « Eh bien, vous serez ministre des rapatriés. » C'est un très bon système. Bien donc le cadre étant posé, donc d'un côté 200 000 Français musulmans et leurs familles, 1 100 000 personnes totalement engagées, sans compter toutes les familles. Enfin, on sait que l'Algérie est un pays de structure féodale. Ça veut dire que quand quelqu'un était engagé, c'était toute la famille qui était engagée, c'était des centaines de personnes qui étaient engagées. Donc cette analyse étant faite, De Gaulle ayant décidé d'abandonner l'Algérie, quel processus peut-il suivre? Eh bien, il suffit de continuer la lecture du livre d'Alain Perfit, et un peu plus loin, il explique ce qu'il fallait faire. Alors, il explique, page 106 de ce livre, pour réussir la prise du pouvoir simultanément sur l'ensemble du pays, il faut qu'ils amènent, donc le FLN, le GPRA, le gouvernement français à éliminer lui-même tous leurs adversaires. Le lui-même est souligné dans le texte, à organiser lui-même l'évacuation de la communauté européenne en métropole, à sacrifier lui-même à l'autorité exclusive du FLN les autres tendances, musulmans élus sur les listes Algérie française, musulmans à tendance association ou soutien au général de Gaulle, MNA, etc., à installer lui-même un exécutif provisoire unitaire qu'ils ne peuvent accepter que s'il est composé de leur doublure, à créer lui-même les conditions d'une dictature du FLN,
Les objectifs du GPRA peuvent se résumer en un seul, obtenir de la France un fidéicommis pour toutes les populations algériennes. Voilà, c'est écrit à la fin 61, c'est dit clairement la politique à suivre, et c'est cette politique-là que va suivre le général de Gaulle. Il est à remarquer que M. Alain Perfit, qui à l'époque était extrêmement hésitant sur le choix à faire, il ne savait pas s'il fallait rester Algérie française ou faire carrière en suivant le guide, a été probablement très tenté par la solution Algérie française. Il avait proposé à ce moment-là une solution qui était le partage, qui n'était pas très réaliste. Et il ne faut pas oublier que quelques mois après avoir écrit ce livre, il a accepté le poste de ministre de l'information, c'est-à-dire de ministre de la désinformation, et c'est lui qui va empêcher l'information de passer, notamment sur le massacre des Harkis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était totalement conscient de la situation et qui, étant parfaitement conscient de la situation, a mis en place tous les mécanismes qui empêchaient la population française d'être au courant. Enfin, il faut le souligner, ça je crois que c'est à l'Académie française aujourd'hui. Prenez le micro, Jean-Gilles. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre deux bémols? Vous avez tous les bémols que vous voulez. Le premier bémol est en forme de question qui est celle d'un avocat du diable. Je reconnais, je ne suis pas gaulliste, je ne l'ai jamais été, et certainement pas à l'époque. Mais enfin, quand même, il y a une question que je me pose en tant qu'ancien militant de l'OS, peut-être très mal informé. Pourquoi ces 200 000 braves types que nous avons engagés, que des officiers français ont engagés à nos côtés, parce que c'est quand même la responsabilité d'un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui généraux de ce qu'on continue à appeler notre armée, qui ont dit j'en fais le serment, la France restera, n'est-ce pas? Bon, ces braves types, pourquoi n'ont-ils pas résisté s'ils étaient 200 000 en face de 9 000? Petite arithmétique, je pense que le colonel Moinet va nous répondre, il y a certainement des raisons psychologiques à cela. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui posent des questions parallèles. Alors, c'est la première question que je me pose quand même, j'ai beaucoup de respect, et c'est quelque chose de très cruel, cette histoire de harkis qui se sont engagés à nos côtés. On ne peut pas en parler comme si ça avait été quelque chose de complètement unilatéral. La deuxième chose que je voudrais quand même dire, c'est que l'opération Perfit, partition de l'Algérie, etc., on ne peut pas l'escamoter comme ça. C'est une époque où le cabinet de Michel Debré essaye de ramer contre le courant, ça se passe avant le départ de Michel Debré. Ce sont des contacts qui ont lieu avec certains éléments de l'OAS. Je crois qu'on a cherché à détourner de l'état-major de l'OAS. La solution partition de l'Algérie, elle aurait je crois qu'elle n'a rien à voir avec la question qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de criminel dans le 19 mars. Le pauvre Perfit dans cette affaire, moi je trouve qu'on l'exécute un peu vite. Voilà, c'est mon sentiment. La partition de l'Algérie était peut-être une solution, peut-être que Michel Debré était honnête à l'époque, c'est quand même pas lui qui était là le 1er juillet. Jean-Gilles, on va donner la parole au colonel Moinet en ajoutant, alors d'abord, effectivement, première question qui vous est posée, mon colonel, pourquoi 200 000 hommes se sont-ils laissés massacrer par quelques milliers, par 3 500, 4 000? Deuxième question posée par un auditeur, pourquoi a-t-on eu besoin de 700 000 hommes pour maintenir l'ordre dans un pays où on avait une telle majorité de sympathisants? Voilà, deux questions intéressantes. Avant que vous y répondiez, si vous permettez, je voudrais donner une opinion, c'est pas une question, faire une remarque plutôt, rapporter une remarque d'un auditeur qui nous dit il est quand même tout à fait extraordinaire que ce soit les mêmes qui aujourd'hui en France sont partisans de la présence israélienne en Palestine et dans les territoires occupés, et qui il y a 25 ans ou 30 ans prenaient les armes et portaient les valises du FLN pour lutter contre la présence française en Algérie. C'est une remarque qui me paraît extraordinairement judicieuse. Absolument. Extraordinairement judicieuse. Vous avez la parole. Nous allons répondre aux deux questions, car la première me touche terriblement, car vous touchez là au fond du problème. Au fond du problème militaire, au fond du problème de l'armée française. Si ces 200 000 hommes ont été incapables de se défendre, c'est que l'armée française les avait désarmés. Totalement désarmés. J'ai eu l'honneur de commander un escadron du contingent, et je souligne d'ailleurs que les unités du contingent étaient faites en gros en 50% de garçons du contingent métropole et de garçons du contingent Algérie. C'est-à-dire que dans les unités du contingent, dans mon escadron, j'avais les appelés de toutes les provinces de France
et de la province algérienne. Premier repas. Et à côté de cet escadron, blindé, j'avais une harka à cheval, montée, au sens plein de la harka, c'est-à-dire avec les familles, car la harka, c'est un engagement total de la famille. Et je tiens à dire au passage, il faut que nous définissions le harki. Le harki, dont l'appellation date de la période turque, c'est-à-dire de quelques 5 siècles auparavant. Rien de secret comme ça. Non. Le harki, c'est le gars du maintien de l'ordre, pour le Turc, qui appuie les janissaires. Il était très logique que ces unités soient mises en place en Algérie au moment où tout craquait. Mais pourquoi se mettaient-elles en place? Et pourquoi ces garçons se présentaient-ils à mon escadron avec leur famille et leur cheval? Parce que nous touchons là à toute une tradition militaire. Le grand-père de ce harki, il s'était tapé 14-18. Je le raconte tout cela dans mon livre Abed, justement, sur les harkis. Le grand-père, il est sur la Somme, il y est resté. Le père, il a fait la campagne d'Italie. Qui aurait donc débarqué à Toulon? Qui aurait débarqué à Hyères? Qui aurait débarqué à Fréjus? Ce sont les pères des harkis qui ont fait ces opérations. Et tout naturellement, quand il y a eu un besoin, un appel, les gars se sont présentés. C'est toute une lignée militaire, mais qui ne datait pas du moment, qui était toute la présence de la France et de l'armée française, et de la confiance de toute la population envers l'armée française. Ceci a été merveilleux jusqu'en 61. Et qui a fait le 13 mai? Ben, les harkis. Cette 5e République qui ne veut jamais dire d'où elle vient. Où est-elle née? Elle est née à Alger. Elle n'est pas née à Paris. Le 13 mai 58, j'étais à Alger. Et mon général m'a dit, allez prendre la température à Paris. Le 18, j'étais à Paris. Il n'y avait rien. J'ai entendu quelques vagues klaxons sur les Champs-Élysées vers 9h du soir. Il y avait Jean-Marie Le Pen, quand même. Ouais. Non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. La 5e République est née à Alger, dans l'histoire de France. C'est la première révolution qui réussit hors de Paris. Mon collègue, je vous coupe un peu parce qu'il faudrait revenir au harki. Non, mais abandonner le 13 mai, rester autour du 19 mars. Non, parce que vous ne pouvez pas séparer les harkis du 13 mai. Vous ne pouvez pas séparer les harkis qui viennent à nous des déclarations de M. Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui vous dit: la République une et indivisible réunit la métropole, l'Algérie, les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Ce n'est pas en facilitant l'éclatement de l'ensemble français, éclatement absurde et anachronique, que nous irons dans le sens de l'histoire, mais par plus d'unité encore et sur tous les plans entre la France et l'Algérie. Ça, c'est Mitterrand. Ce n'est pas... comment voulez-vous que ces garçons viennent s'il n'y a pas cette impulsion politique qui vient de Paris et qui nous dit, M. Michel Debray, que les Algériens sachent surtout que l'abandon de la souveraineté française en Algérie est un acte illégitime, c'est-à-dire qu'il met ceux qui le commettent et qui s'en rendent complices hors la loi, et ceux qui s'y opposent, tenez-vous bien, quel que soit le moyen employé, en état de légitime défense, dit M. Michel Debray. Et que dit De Gaulle 3 ans avant le 19 mars, 3 ans, c'est-à-dire le 30 août 1959, à la tournée des Popotes, moi vivant, moi De Gaulle vivant, jamais le drapeau FLN ne flottera sur Algérie. Et vous voudriez qu'il n'y ait pas de harkis? Mais c'est ça l'impulsion qui amène les harkis. C'est la certitude, de par le chef de l'État, de par toutes les tendances politiques françaises, que nous resterons. Ces harkis, nous recevons en 61, fin 61, l'ordre de les désarmer. J'ai reçu cet ordre, j'ai refusé. Ce n'est pas les armées. Qui a donné l'ordre? C'est Mesmer, je crois. Bien sûr, c'est le gouvernement, c'est Mesmer, c'est Ayret, c'est toute l'équipe en place. Et il est évident que... C'est extraordinaire quand même, parce que... je ne pouvais plus se défendre à partir de ce moment-là, c'était fini. Mais il faut d'abord, si vous permettez, il faut savoir comment ils ont été désarmés. On ne nous a pas dit, vous allez retirer les armes, pas du tout. C'était fait beaucoup plus astucieusement. On disait aux harkis, aux familles de harkis, rassemblement, comme on le faisait très souvent, rassemblement pour parler, on va vous parler, ça va en parler. Ils sont venus pour recevoir des ordres. Et pendant qu'ils étaient aux ordres, des camions passaient pour piquer leurs armes, et quand ils rentraient dans leur cantonnement, ils étaient désarmés. Et on n'a pas dit que des lieutenants et des sous-lieutenants s'étaient suicidés au moment où on désarmait les harkis. Tout ça a été complètement caché, complètement éjecté par la non-information perfide,
Enfin, ce désarmement, au départ, a été dramatique, car après ils étaient cuits, ils étaient fichus, c'est bien évident. Cette affaire se passe comme le massacre des Arméniens. Il y a Oui, un parallèle intéressant absolument. à faire entre le massacre des Harkis, tel que Absolument. vous décrivez mon colonel, auquel je ne pensais plus, et le massacre des Arméniens. Absolument. Enfin, il faut... Deuxième question sur les 700 000. Bon, d'abord, il y avait un problème de rotation, ce qui fait qu'il n'y avait jamais 700 000 sur le terrain, puisque les classes se relevaient les unes les autres. Nous n'allons pas entrer dans le détail. Il y avait, dans la tactique militaire française, un but prioritaire. C'était d'interdire les pénétrations aux frontières marocaines et tunisiennes. Et là, vous aviez des effectifs importants qui étaient bloqués aux deux frontières du Maroc et de la Tunisie, qui faisaient que ces deux barrages, les lignes Maurice, comme on les a appelées, étaient infranchissables, de façon à interdire des entrées venant du Maroc et de la Tunisie. Là, il y avait pas mal d'effectifs employés sur le terrain, bien sûr, tout le long de ces deux frontières, qui font quelques 1500 km chacune. Oui, mon colonel, je crois que là, on est en train de passer en détail du temps que l'on doit réserver à l'essentiel. Alors, je termine très vite pour les 700 000. D'autre part, vous aviez un quadrillage total du territoire. Et voyez-vous, en Algérie, on ne faisait pas que la guerre. Pas du tout. On faisait aussi beaucoup d'autres choses. On s'occupait des jeunes. Moi, j'étais chef des chantiers d'Algérie, des chantiers de jeunesse. On s'occupait des douars. On s'occupait des écoles. Des écoles. Énormément. Énormément. On faisait des ateliers de toutes sortes autour des douars. Il y avait une action, j'allais dire intime, entre la petite unité, la compagnie, la batterie, l'escadron, et le douar près duquel nous étions installés. Ça, c'était une action très profonde, très sérieuse, qui nous a fait gagner cette guerre, car voyez-vous, avant d'en venir au 19 mars et à cet abandon lamentable, il y a un homme qui a jugé l'armée française, et qui s'y connaissait, je crois, un peu en matière de guerre révolutionnaire, c'est Mao Tse-tung. Et Mao Tse-tung a dit, 3 ans avant sa mort, c'est-à-dire en 64, il a dit, il y a une armée au monde qui a gagné la guerre contre-révolutionnaire parce qu'elle s'est accrochée à la population, c'est l'armée française en Algérie. Voilà un test, et voilà un témoignage. C'est une bonne fin de question. Moi, je voudrais maintenant qu'on parle de ces fameux accords. Car des accords, quand il n'y a qu'une seule partie en présence, c'est difficile, car il faut savoir que seul le gouvernement français a pris un engagement. Il ne peut pas y avoir accord si l'autre partie ne signe pas, ne prend aucun engagement. Donc dès le départ, c'était un acte unilatéral qui avait pour effet de lier les mains complètement à l'armée française et au gouvernement français. Par ailleurs, seule la France s'est engagée, et si vous regardez l'amnistie, vous vous apercevrez que l'amnistie est accordée aux combattants du FLN et qu'elle n'est pas accordée aux combattants de l'Algérie française. Voilà. Mais je veux dire que dans toutes les relations entre la France et l'Algérie, cette inéquité, ce déséquilibre existe, parce qu'aujourd'hui encore, par exemple, un Algérien qui veut venir en France peut venir tranquillement en France, on ne lui demande pas de signer un engagement par lequel il ne prendra pas de travail en France. Alors qu'un Français qui veut aller en Algérie, on a publié ça dans National Hebdo l'autre jour, doit s'engager à ne pas travailler. Un Français qui gagne de l'argent en Algérie ne peut pas le ramener en France, alors qu'un Algérien qui gagne de l'argent en France peut envoyer tout l'argent qu'il veut en Algérie. Donc il y a ce caractère extraordinairement inéquitable à perdurer. Oui, Bernard Coll. Bon, ce que je voudrais, c'est quand même revenir sur le contexte des accords du 19 mars. Je crois que c'est effectivement fondamental de bien comprendre ce rapport de force. Pour conclure, si vous voulez, sur ce rapport de force, je vais citer un passage du livre « L'Algérie à l'épreuve du pouvoir » de Hervé Bourges. On ne peut pas dire qu'il était partisan de l'Algérie française, qui est un livre qu'il a publié en 1967, dans lequel il dit l'armée des frontières est forte de 35 000 hommes, parfaitement encadrée, groupée en 25 bataillons convenablement armés. Donc l'armée, la LN. Elle peut compter à l'intérieur du pays sur l'appui de 3 des 6 wilayas dont les effectifs au total ne dépassent pas 10 000 hommes. Si vous voulez, eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas plus de 10 000 hommes à l'intérieur au moment du cessez-le-feu. Mais la faute la plus grave consiste à assimiler ces troupes à une armée classique. Ben Kheda n'est pas De Gaulle, la LN n'est pas l'armée française et Boumedienne n'est pas Salan. En fait, si vous voulez, ils étaient eux parfaitement conscients du rapport de force, et quand ils vont négocier avec le gouvernement français,
ils vont négocier, selon la formule, le passage que j'ai cité tout à l'heure d'Alain Perfit, c'est qu'il fallait qu'ils obtiennent tout du gouvernement français. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement français de l'époque leur a apporté l'Algérie sur un plateau, parce qu'il était impossible pour eux de lutter à armes égales avec les 200 000 harkis. Ce qui paraît clair, c'est que l'Algérie n'a pas été apportée au FLN, l'Algérie a été apportée à Moscou sur un plateau par De Gaulle. Et là, on a l'auditeur qui nous dit il faut lire le bouquin d'Henri Christian Giraud sur les relations entre De Gaulle et les communistes, qui est quelque chose de prodigieux. Et il faudrait retrouver ce livre malheureusement disparu de l'abbé Martin qui s'appelait Les compagnons secrets du général de Gaulle, où on voit le travail formidable que les communistes ont fait pour amener de Gaulle à Kiev, pour en faire leur créature et leur marionnette, parce que c'est ça qui s'est produit. Et la vérité, au fond, de toute cette histoire, c'est que, à l'époque, de Gaulle a fait la politique de Moscou en donnant pratiquement de force l'indépendance à l'Algérie. Pour Moscou, il faut rappeler cette phrase de Lénine, le chemin de l'Europe passe par l'Afrique. Et donc, ce chemin, il a été ouvert par de Gaulle aux troupes soviétiques et à la manipulation soviétique et à la propagande soviétique, et on en voit le résultat aujourd'hui. Ce qui est important, puisque là le thème qui nous réunit c'est le 19 mars, c'est aussi d'essayer de bien comprendre la mécanique qui a permis d'arriver à une situation qui était totalement favorable à la France, à une situation qui a été catastrophique pour des millions de Français d'Algérie. Alors la mécanique, je crois que maintenant on l'a bien compris, ce qu'a dit Bernard Coll et les extraits qu'il nous a cités sont clairs. Alors maintenant, c'est le feu. Attends, il y a un mot encore d'un auditeur qui rappelle que De Gaulle avait dit à la télévision en 1960, le doigt pointé vers les téléspectateurs, ceux qui vous disent que De Gaulle veut abandonner l'Algérie sont des menteurs. Si nous perdons l'Algérie, nous perdons l'Europe. Ça, c'est De Gaulle qui dit ça en 60. Alors, on a perdu l'Europe. Donc nous sommes dans un soi-disant cessez-le-feu, et qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque année, une association d'anciens combattants manipulée, Deux associations, la RAC, oui, mais surtout la FNACA, qui est manipulée, amène ses adhérents à venir commémorer le cessez-le-feu qui, pour elle, a eu lieu le 19 mars 62. Eh bien maintenant, nous devons vous parler de ce cessez-le-feu. Le feu a-t-il cessé? Alors, et en rappelant, Pierre, ce que tu as dit au début, qu'il faut rappeler sans arrêt, c'est qu'il y a eu plus de morts entre le 19 mars 62 et l'indépendance accordée à l'Algérie que pendant tous les événements d'Algérie, depuis 54 à 62. Je crois que c'est le moment de donner la parole à M. Pijard, qui était appelé en Algérie à l'époque, qui faisait partie du contingent, et vous étiez là au moment du cessez-le-feu. Oui, alors moi j'ai quitté l'armée en 1959, donc si vous voulez, je n'étais plus dans l'armée au moment du cessez-le-feu. Vous n'étiez pas sur place? Absolument pas. Bon, par contre, ce que je voulais dire, tout à l'heure, je ressors un petit peu, mais je voulais vous dire une chose à propos du rappel de Gaulle. Je crois qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos des militaires. Et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que ce sont Delbecq, Neuwirth et en particulier M. Soustel, qui préparaient la venue du général depuis déjà un bon bout de temps, qui ont poussé justement les militaires à appeler le général de Gaulle. Et il a été dit d'ailleurs que le général Salan avait été poussé sur le balcon du gouvernement général pour crier « Vive de Gaulle ». Absolument exact. Et je vous envoie d'ailleurs au bouquin du colonel Trinquier, le coup d'État du 13 mai, qui dit bien ce qu'il veut dire. Mais là, je crois qu'on avait fait d'ailleurs, Serge, l'année dernière, on avait fait une émission pour le 13 mai 88, avec Pierre Descasses qui était déjà là, où on avait bien disséqué tout le processus de l'arrivée de cet avènement gaulien. C'est intéressant de savoir comment les gars du contingent ont vécu. Étant dans les unités, puisque monsieur y était, comment les gars du contingent voyaient ce 58, le 13 mai, etc., à ce moment. Alors, pour le 13 mai, justement, je crois qu'il y a d'abord un démenti formel qu'il faut opposer aux allégations qui ont été faites et qui ont été de dire qu'on avait été chercher les musulmans, qu'on les avait fait monter de force dans des camions pour les emmener justement crier « Vive l'Algérie française » et crier « Vive de Gaulle ». Vive de Gaulle à plein poumon. J'étais personnellement en grande Kabylie et je peux dire que les Kabyles, puisqu'il s'agissait de Kabyles là-bas de Berbères, venaient spontanément dans les camions militaires et venaient à Tizi Ouzou. Et je me rappelle d'ailleurs que le jour où le général de Gaulle est venu, entouré du général Salan et de M. Soustel, une grenade
sans danger, si vous voulez, pas très dangereuse, avait été jetée au milieu de la foule, et que les gens, loin de se sauver, bon, il y avait eu un trou qui s'était fait évidemment au milieu de la foule, ça s'était immédiatement reconstitué, si vous voulez, les gens étaient restés pour donc participer à la manifestation. Alors, en ce qui concerne le contingent, je crois qu'il y a un autre aspect qui est également important. Edmond Egelen avait dit en septembre 1948 « Je suis stupéfait de voir l'ignorance dans laquelle se trouve le peuple français de ce qui peut être son plus beau titre de gloire, l'Algérie. » Bon. Eh bien, moi je suis venu en Algérie comme la plupart des gens qui y venaient en tant qu'appelés, et j'y suis venu, je dirais, avec un a priori défavorable. Hein, je n'étais pas du tout enclin à aller défendre les pieds noirs, et je le dis, je suis allé me battre. Je suis allé défendre les intérêts de la France, et lorsque j'ai connu le pays, par contre, lorsque j'ai eu en quelque sorte, si vous voulez, assimiler l'Algérie, à ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu intégré, si vous voulez, l'Algérie française, je me suis battu pour l'Algérie française. Et je crois que ça a été le cas pour beaucoup d'appelés qui ne connaissaient pas l'Algérie. Ouais. Et si on avait envoyé beaucoup plus tôt des jeunes, justement, dans ce pays, je crois que ça aurait considérablement modifié les données, si vous voulez, sur le plan de la suite des événements. Oui, M. Pijard n'était pas présent, donc lorsque s'est produit l'événement et le cessez-le-feu du 19 mars 62... Il était présent en civil. Ah oui, en civil. Mais moi, ce qui m'a frappé, et ce que je pensais qu'il avait pu voir lui-même, c'est cette armée qui rentre dans les casernes, et alors qu'on est en train de massacrer sous ses yeux, devant elle, ne sort même pas pour protéger les victimes, qu'on est en train d'égorger, qu'on est en train de pendre à des crocs de bouchers. Et ça me paraît tellement abominable. Et quand je pense qu'il y a un général, le général Katz, qu'on a appelé Boucher d'Oran d'ailleurs, qui a donné de tels ordres, mais c'est un criminel de guerre. Et demain, je souhaiterais que, puisque l'on a parlé de crimes de guerre imprescriptibles, moi je souhaiterais que parmi les personnes de notre bord qui ont des connaissances suffisantes, les avocats internationaux, qu'une étude soit faite. Et que demain, on les mette en accusation, car tous ceux qui ont donné ces ordres de génocide, car les harkis ont été victimes d'un véritable génocide. On ne tue pas 150 000 personnes sans que ce soit d'une volonté concertée, déterminée. Et d'ailleurs, nous en avons une preuve formelle, puisque j'ai lu à la tribune de l'Assemblée le télégramme que M. Louis Jox, le père de l'autre, là, du battu, avait envoyé aux autorités en Algérie en demandant que les harkis ne soient pas rapatriés en France et que tous ceux... Je crois qu'on a le texte. On va le lire. Et que tous ceux qui avaient été déjà rapatriés en France soient ramenés sur le territoire algérien de force pour y être égorgés et livrés aux terroristes FLN. Alors ça, c'est abominable. Et c'est là-dessus, je crois que nous avons commis une véritable infamie, ce que j'appelais l'infamie. Et je voudrais maintenant que Bernard Colle nous dise d'ailleurs quelle était la teneur de ce télégramme. Voilà. Eh bien, effectivement, il y a un télégramme qui est le numéro 125 du 16 mai 1962, ultra secret, strict confidentiel. Ministre d'État Louis Jox demande à haut-commissaire rappeler que toute initiative individuelle tendant à installer en métropole français musulmans sont strictement interdites. En aviser urgence tout chef SAS et commandant d'unité, signé Louis Jox. C'est vraiment une famille maudite. Alors en fait, si vous voulez, ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, bon, ça c'était le premier message. Il a été suivi par toute une série de directives, signées notamment du général Ayré, du 24 août 62, que je ne vous lis pas parce qu'elle est beaucoup trop longue. Et puis le même Louis Jox a continué quand même un peu plus tard, le 15 juillet 62, après l'indépendance de l'Algérie. Il a envoyé une directive. Le début du massacre de la population des Français d'Algérie. Oui, Bernard, justement, je suis content que vous disiez ça parce qu'il y a un très jeune auditeur qui dit... D'abord, il y a un auditeur qui appelle en disant pourquoi ressasser ces vieilles histoires. Oui, d'accord, parce que c'est l'histoire d'aujourd'hui. Parce que maintenant, ça va se passer en France, parce que demain, il va en être victime. Il n'a pas encore compris que déjà Marseille, en votant comme elle a voté, dans 6 ans, sera une ville arabe. Ce jeune auditeur devrait essayer de réfléchir plus loin. C'est pas un jeune auditeur, là, peut-être. Il devrait réfléchir plus loin. Où allons-nous?
En France, maintenant. Non, ça, nous c'est suivons le même l'auditeur chemin. qui posait cette Monsieur question. Descartes, ça veut dire qu'il faut mettre les Prends le micro, minorités. Jean-Gilles. Il faudrait. Cela veut dire qu'aujourd'hui, notre point de vue est de mettre les minorités inassimilables à la mer. Ça veut dire. Non, pas à la mer, je regrette, je suis pas Enfin, d'accord. bon, il Non. faut prendre Sur un l'avion. bateau confortable avec des vivres pour rentrer chez Un eux bateau avec- qui va sur la mer. et qui va Bon, vers enfin, son pays. Donc, ça veut dire en effet qu'on peut humainement Voilà. être pour le. Mais je suis pour un rapatriement humain, Voilà. planifié de tous les immigrés inassimilables non européens en France. Bon, mais ça veut dire donc qu'on est prêt, sinon pour les gens qui ont vraiment pris les armes à nos côtés et sur l'engagement des officiers français, en dehors de ces exceptions qu'on appelle les harkis, hein, et qui comprennent d'autres unités en effet, à part ces gens-là très précisément. Ça veut dire qu'on est pour sortir les directives de signer Jox, Louis, Paul, Pierre, David, peu importe, et prendre les déclarations du général de Gaulle qui disait en 61, si l'Algérie devient indépendante, tous les Algériens qui ne veulent pas être français repartiront. Ça veut dire y compris tous les gens comme ceux qui se sont illustrés à Suresnes. Je m'étonne même que nous-mêmes, on parle plus de Suresnes là. En 12 heures, ça a disparu. On n'a pas eu Non, beaucoup de temps. ça fait la une de présent et ça l'a fait encore aujourd'hui, ça la fera demain quand même. Jean-Gilles, non, je fais pas de désinformation ni d'étouffement de l'information, mais on n'a vraiment pas eu le temps. Alors que j'avais promis à un auditeur d'en parler. Je voudrais donner la parole au colonel Moignet une seconde pour répondre sur ce point précis. C'est pour répondre à ce jeune auditeur. Ce n'est pas nous qui posons le problème du 19 mars. Nous sommes venus ce soir répondre aux questions posées par la FNACA pour le 19 mars. À qui? La FNACA s'est adressée il y a 3 mois aux 36 000 communes de France, par lettre officielle, demandant Les saumons. les sommants de faire de cette date une date historique, entre guillemets, du cessez-le-feu, d'organiser des Et de cérémonies la paix, comme le dit Bernard. et de la paix, et de la paix, ah ben c'est le grand mot, c'est de la paix en Algérie, c'est-à-dire ce qui est marqué sur leur plaque commémorative, d'ouvrir, d'inaugurer des routes, d'inaugurer des rues, d'inaugurer des avenues au nom du 19 mars. C'est absolument pas nous qui avons posé le problème du 19 mars. C'est la FNACA, une organisation communiste, Proche qui- du Parti communiste. proche du Parti communiste, Mais protégé qui- par le pouvoir. Ça n'est pas une organisation Ça n'est pas communiste. une organisation. non, mais bien C'est- sûr. Alors, au sens marxiste-léniniste du terme, c'est un. Écoutez, il y a eu un procès à cet égard, qui a eu lieu à Nancy il y a 5 ans, qui fait jurisprudence. et qui fait jurisprudence. Question posée, après toutes ces histoires sur le 19 mars, question posée par les 35 autres mouvements d'anciens d'Algérie, 35, voilà. Est-ce que la FNACA est d'obédience communiste? Drame. La FNACA riposte en attaquant au tribunal, par le canal du tribunal. Elle a perdu son procès. Elle a perdu son procès, et il a été conclu par l'ensemble des juges que la FNACA était d'obédience communiste. Ça, c'est clair. Voilà. Et la démarche à laquelle vous faites allusion a été doublée par une démarche conjointe et similaire et dans le temps du Parti communiste, qui fait la même démarche exactement, mais qui lui s'adresse directement à l'Assemblée. Bernard Colle. Je voudrais revenir justement sur cette commémoration du 19 mars 62. Pourquoi sommes-nous hostiles à cette commémoration? Bon, parce qu'effectivement, les partisans du FLN, les communistes, la FNACA, etc., veulent faire croire, veulent tromper la population française, notamment les jeunes Français, sur le sens de cet accord qui n'en est pas un. Je prends pour exemple l'analyse de maître Jacques Ribes, qui est un socialiste, qui a écrit un livre qui s'appelle Plaidoyer pour 1 million de Français d'Algérie, et qui explique, page 75, nous l'avons déjà dit, ces accords se présentent sous la forme de 2 déclarations, l'une touchant le cessez-le-feu de caractère purement militaire, et qui ne retiendra pas notre attention, et les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie. Encore une fois, et l'on ne reviendra jamais assez sur ce point, il s'agit de déclarations du seul gouvernement français, n'engageant que lui le 19 mars 1962. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'accord. Et c'est relativement simple à comprendre, puisque pour faire un accord d'État à État, il aurait fallu qu'il y ait un État en face. Or, il y avait un groupe fantoche de gens d'ailleurs qui ont été balayés immédiatement après l'indépendance de l'Algérie, hein, c'est le Qui n'était GPRA, pas en Algérie même. qui n'était même pas, qui était Mais pas en Algérie. c'est Et donc, exactement- c'est un accord qui pourra, si ça aurait été valable, si lorsque l'Algérie devenant indépendante, si le nouveau gouvernement algérien avait ratifié
cet accord du 19 mars, cette déclaration à Bernard qui n'a Coll, pas moi été ça le me cas. fait tout à fait penser à Qui n'a ce pas qui été s'est le cas. passé il y a quelques mois à Matignon, avec les accords de Matignon entre l'État français et le représentant d'une minuscule minorité d'agitateurs marxistes Absolument. en Nouvelle-Calédonie Voilà. qui s'appelait M. Djibaou. Donc comme le dit d'ailleurs un auditeur, C'est pour ça on que est quand en train on- de recommencer. Quand on parle de ça, on bah, vous parle savez. d'actualité, on parle pas du passé. Exactement. Vous savez, il y a FLN sans KS, et puis il y a FLN KS, hein, c'est tout. hein, c'est clair. Hein. Je voudrais C'est le même front de libération. Je voudrais revenir justement sur le sens de ces accords et des négociations d'Évian. Ouais. En fait, elles n'avaient pour objectif que de mettre au point les procédés, Les modalités. les modalités par lesquelles la France, le gouvernement français allait appliquer le passage que j'ai indiqué tout à l'heure d'Alain Perfit. Et j'en donne un exemple parce que tout est écrit dans la presse de l'époque. Paris Match du 24 février 1962, donc les accords n'ont pas encore été signés. Je lis ce passage. Le haut commandement en Algérie se prépare aux événements qui pourraient se produire lorsque l'accord sera annoncé. Si l'OAS occupe certaines villes d'Algérie, le gouvernement essaiera de les isoler. Elles seront enfermées dans un blocus économique et militaire, tandis que les autorités s'efforceront de faire appliquer l'accord dans tout le reste du pays jusqu'au moment où les zones insurgées céderont par asphyxie. L'Élysée s'inquiète malgré tout de la récente unification de 3 organismes dominés par les Européens en Algérie, l'unification qui semble préparer une résistance organisée, le comité d'entente des anciens combattants, l'association générale des étudiants d'Algérie et le cartel syndical qui tient en main toute la vie algérienne. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement français était parfaitement conscient que s'il ne brisait pas totalement la population française d'Algérie, français musulmans et pieds noirs, il ne pourrait jamais Installer obtenir, ces gens. installer, etc. Absolument. Et Pierre donc le Desclèves. but des accords d'Évian, c'est des accords secrets qui ont pour un seul objectif de mettre en place les modalités qui vont permettre l'exode des rapatriés, le massacre des harkis, etc. C'est tout. C'est la finalité Les des modalités de cession de l'Algérie à l'Union soviétique. accords. Voilà, les modalités. Est-ce qu'on peut pas reprendre ce que vient de dire Bernard Coll pour faire un parallèle? Là, j'apprends que je surprends un auditeur parce qu'il paraît que je défends l'Algérie française. Je défends pas l'Algérie française, je défends la France aujourd'hui. Et j'ai été un militant pour l'Algérie française et j'en suis fier. Et les gens qui avaient 18 ans en 1962, qui n'étaient pas pour l'Algérie française, s'appelaient Chapira, s'appelaient Krivine. Ces gens-là sont des saligots, on les aura. Bon, c'est ce que je veux dire pour les gens de 18 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, il s'agit de débarrasser la France d'un certain nombre de gens qui la polluent. Et qui sont toujours d'ailleurs les Krivine et les Chapira. Je reviens à un point que vient de dire Bernard Coll qui est très important. Quand on parle du 19 mars 62, moi j'ai toujours associé, d'ailleurs là encore j'étais un couillon de 18 ans, mais j'ai toujours associé 19 mars 62 et 26 mars 62. Il y a une structure de ces accords d'Évian qui ressemble encore aux accords de Yalta, qui ne sont pas des accords, qui sont des déclarations complètement unilatérales. Mais ce qui est certain, c'est que ces accords ont dans les deux cas été suivis d'effets très rapides. 2 jours après Yalta, c'est le bombardement de Dresde. Une semaine après les accords d'Évian, il y a cette chose incroyable qui est le 26 mars 62. Moi, je souhaiterais que des gens qui étaient présents en Algérie à l'époque nous parlent un petit peu, parce que ça me paraît la conclusion qu'on peut donner. Le 19 mars 62, c'est 8 jours avant. La conséquence qu'on a décidé, c'est de tirer sur des gens qui proclament leur attachement à la France, de faire tirer par l'armée française, commandée par des officiers français, de faire tirer sur le drapeau tricolore sur une ville qui est encore française. Voilà ce qui a été la déchirure des gens de ma génération. C'est de penser qu'on était gouverné par des gens habillés en général, pour le cap de Gaulle, qui faisaient tirer sur des gens qui portaient le drapeau Non, tricolore. ils avaient déjà pris un peu d'entraînement au moment de l'épuration. Mon Une colonel, minute au une minute pour colonel répondre, Mohamed. et après la parole est à Pierre Oui. Desclèves pour conclure. Bon, je réponds pour la rue d'Isly, le drame de la rue d'Isly. Cette manifestation, j'étais à Oran en ce moment-là, et j'étais branché en direct, puisque j'étais au 5e bureau de rang du corps d'armée, j'étais branché en direct sur Alger, et j'écoutais la manifestation, en direct. Cette manifestation était parfaitement pacifique, et les gens allaient descendant la rue d'Isly vers le monument aux morts. On attirait, mais aujourd'hui on sait qui a tiré. Le tir a été déclenché par des barbouzes. À partir des terrasses, à partir des toits, des terrasses qui sont devant la poste d'Alger. Et parmi ces barbouzes, il y avait des Vietmines. Il y en avait beaucoup d'ailleurs dans les rangs des barbouzes. Et ce sont ces Vietmines qui ont déclenché le feu et qui évidemment ont déclenché la riposte et l'affolement général. Première chose. Deuxième chose, nous avons beaucoup parlé des harkis et il fallait en parler. Mais je crois qu'il est indispensable d'aborder le problème des Européens, d'après le 19 mars.
Ça fera l'objet d'une autre émission. Car nous avons là... Il faut dire qu'avant le drame du 26 mars, il y avait eu le blocus de Bab el-Oued, qui a été une chose terrible, avec interdiction. Voilà. Non, c'était des pieds noirs qui allaient porter du lait, du pain, des fruits à Bab el-Oued qui est encerclé, où des petits-enfants sont morts parce que les gardes mobiles de l'époque, parce que les salopards de l'époque encerclaient Bab el-Oued, ne laissaient passer aucun ravitaillement. Et quand les gens de Bab el-Oued ouvraient leurs volets pour essayer de passer des trucs, on leur tirait dessus. Il y a des gens qui ont été tués à leur balcon. Et c'est cette foule qui se portait pour porter à manger à Bab el-Oued, encerclés, enfermés, isolés, comme c'était préconisé dès le février, que le 26 février. Donc il a fallu un acte de sang pour briser, pour casser cette population. Mais il y a eu aussi 3000 Européens disparus. En juillet. Et il y a, et il faut le dire, après tous ces événements, après mars, il y a, et c'est ça qu'on voudrait nous faire aujourd'hui glorifier, parce que c'est extraordinaire. Alors, il y a eu 800 de nos compatriotes enfermés dans des camps. Je crois que tous sont morts. Donc personne n'a jamais parlé en dehors. Présent a lancé une campagne il y a 2 ans maintenant sur les disparus. Toi, tu es en train d'écrire, Alain, un bouquin sur ce sujet. Je pense qu'on y reviendra. Je voudrais que Pierre conclue cette émission, qui n'est qu'une des émissions que nous allons consacrer. Nous avons déjà parlé du 13 mai, nous aujourd'hui du 19 mars. Je pense que nous ferons très rapidement une émission sur le 26 mars, sur la rue Disney. Ce sera la prolongation de cette émission. Pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après, ni celle d'après encore, car les programmes sont surchargés. Mais Pierre, dès que tu auras le temps d'organiser cette émission, nous ferons quelque chose sur la rue Disney. Je voudrais dire que c'est 6000 disparus. Hein. 6000. On a retrouvé la trace de 800 dans les années qui ont suivi et jusqu'encore il y a 2 ans. Mais et le mensonge a continué, le même mensonge gaulliste a continué avec les socialistes, puisqu'ils prétendaient, pendant que tu avais cette campagne, que c'était faux. Des ministres ont fait des déclarations mensongères, des déclarations qui s'apparentent à de la forfaiture, pour essayer d'étouffer cette tragédie. Au capitaine Leclerc et à quelqu'un qui est disparu récemment, qui est le colonel de Blinière, qui ont donné leur vie et leur santé pour cette Bernard, il faut conclure. Je conclue et très vite. Je prends 2 points simplement qui expliquent pourquoi nous sommes venus. Donc nous avons essayé d'exposer du mieux possible quelle a été cette époque pour les uns et pour les autres du 19 mars 62, mais le but réel, c'est de rester aujourd'hui. Nous ne voulons pas vivre dans le passé, et donc notre objectif, c'est que ferons-nous demain et que faisons-nous aujourd'hui. Eh bien, demain, le 19 mars 1989, il y a une nouvelle manifestation de la FNACA. Et moi, j'appelle vivement tous les auditeurs de Radio Courtoisie à se mobiliser, de mobiliser leurs amis, leurs connaissances, et de venir en haut des Champs-Élysées, à droite en regardant l'Arc de Triomphe, pour aider Bernard Colle et ses jeunes à manifester notre mécontentement contre la FNACA. Et deuxièmement, deuxième point important que je voudrais souligner, nous essayons de mettre en garde aujourd'hui les populations françaises, car nous voyons avec terreur que ce que nous avons vécu en Algérie, ils commencent à le vivre. Et je voudrais rappeler que le colonel Boumedienne, alors qu'il était encore en vie, avait dit « Nous n'aurons pas besoin d'armée pour conquérir la France, nous le ferons avec le ventre de nos femmes. » Regardez ce qui se passe. Et en plus, ce sont les citoyens français qui payent pour que ces femmes fassent des enfants, car les allocations familiales leur sont données, même quand ils sont clandestins. Et la deuxième chose, vous avez Hussein Moussaoui, qui est le chef des Hezbollah d'Iran, qui a vendu la mèche dans le Matin de Paris, du 16 septembre 86, et qui a dit, dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Alors mes amis, si nous venons vous expliquer ce que nous avons nous subi, c'est pour que vous ne subissiez pas le même sort. Voilà la raison de notre débat de ce soir. Je crois que nous pourrions conclure par la voix du président de la République, Monsieur Mitterrand, qui déclarait très officiellement en Conseil des ministres le 24 septembre 81, s'il s'agit de marquer le recueillement et d'honorer les victimes des guerres d'Algérie, je dis que cela ne peut pas être le 19 mars.
Merci mon colonel, merci Pierre Descaves, merci Bernard Coll. Juste un petit renseignement pratique quand même, c'est où contacter Jeune Pied Noir. Voilà. Parce que si Pour vous le si vous voulez être là, 19 mars. donc Jeune Pied Noir, c'est boîte postale 4, 91 570 à Bièvre. Merci Bernard. Merci Monsieur Pijard d'avoir participé même brièvement à ce débat qui a été d'ailleurs trop court. Maintenant nous n'allons pas sacrifier une tradition qui consiste à ne pas donner la parole à Pierre Monnier en fin d'émission. Nous allons lui donner la parole et après il nous restera 5 minutes pour parler avec Jean-Gilles Maliarakis de la conférence collective que nous donnerons le 23 mars sur les sectes. Mon cher Pierre, si tu veux t'installer peut-être ici, puisque... Ah ben oui, alors installe-toi à ta place, pendant qu'on envoie le générique. Depuis 1900 ans et plus, la France est la France de Jésus. Depuis les Francs et les Gaulois, la France a toujours dit, je crois, aller contre la clique sans parti et sans Dieu. Pour la foi catholique, France est debout, car Dieu le veut. Chantons la catholique, vive la France et Dieu. La belle France de Clovis, de Charlemagne et de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc et de Saillant et de Joseph. Merci Serge. Alors je prends la parole puisque j'ai la parole. Cette fois-ci tu l'as, oui. Et j'en suis extrêmement heureux. Je suis quand même d'ailleurs un peu gêné parce que après un débat de cette importance et un événement aussi important, je me sens un peu petit. Mais pas du tout, on parle aussi d'événements importants. Mais enfin tout de même, je pense qu'il est bon d'apporter une petite contribution à ce bicentenaire qui nous sort par les yeux, enfin tout au moins à moi. Notre propos, vous le savez, au cours de ces petites chroniques que nous faisons de toutes les semaines, notre propos est simplement de montrer que la Révolution française, la Convention, tous ces événements qui ont été le fait de grands ancêtres dont on nous parle tant, cette révolution n'a quand même pas fait l'unanimité et il y a heureusement en France un grand nombre de Français, d'individus qui ont dit non, qui se sont dressés et qui ont résisté. Nous avons parlé de quelques-uns d'entre eux déjà, de Brûlart notamment. Je vous ai lu cette page de Chateaubriand qui est admirable, dans laquelle il montre un homme qui se battait. Je voudrais aujourd'hui simplement vous parler d'un autre homme qui ne manque pas de pittoresque, qui s'appelle Ange Pitou. Son nom est très connu, mais on ne sait pas toujours exactement ce qu'il a été. Voici très rapidement ce qu'a été Ange Pitou et pourquoi je considère qu'il est bon d'en parler en pleine période de célébration de bicentenaire. Ange Pitou a été conspirateur et chansonnier en même temps. Il a eu une double activité. Il est né le 2 avril 1767 à Châteaudun, dans une famille extrêmement pauvre. Il était misérable, il a passé son enfance dans un pré à garder des vaches, et puis il a été distingué par un prêtre qui l'a emmené au séminaire, mais à 20 ans, il s'enfuit, il gagne Paris. Nous sommes en 1789, il vivote, comme on dit aujourd'hui, de petits boulots, mais surtout, il a un œil extrêmement aigu, il a un regard très pointu, et il voit ce qui se passe autour de lui. Il assiste aux premières émeutes, il voit l'agitation qui l'entoure, et comme tous les bons esprits de l'époque, car Ange Pitou est intelligent, il a la volonté de participer à un certain nombre de réformes. Il sent que l'état de la société française à cette époque-là n'est pas parfaite, et comme beaucoup de bons esprits, il pense qu'il faut faire des réformes. Et puis, comme il regarde autour de lui, il est, comme on dit aujourd'hui, interpellé par un certain nombre d'événements. Et voici par exemple un des petits événements qui ont conditionné ses prises de position par la suite. C'est René Bailly, son historiographe, qui en parle, qui le raconte dans le livre qu'il a écrit sur lui. Ange Pitou est à Paris, il se promène. D'un air songeur, Ange Pitou avance donc dans les Champs-Élysées quand sa rêverie est soudain interrompue par l'approche d'un sinistre cortège. Celui d'un groupe d'émeutiers portant triomphalement au bout d'une pique la tête de Denis François, boulanger, qui tenait il y a 1 heure encore boutique à l'angle des rues du Marché Palu et de la Juiverie. Quel crime ce pauvre François a-t-il donc commis? Aucun. Il a simplement suffi qu'une femme qui n'était pas arrivée à temps pour être servie ameutât la populace pour que celle-ci, accusant le pauvre boulanger de dissimuler une partie de sa fournée,
le traita d'accapareur et s'empara de l'infortuné, jeune marié à la veille d'être père, et par les soins d'un nommé Blin, déchargeur au port au blé, le hissa à une lanterne la corde au cou. Puis, la strangulation achevée, le garde national Avenel a tranché la tête du malheureux et est allé la présenter à la jeune épouse de François, terrorisée. Blin a repris ensuite son hideux butin, l'a coiffé d'un toquet de mitron, puis pesé dans la balance d'un autre boulanger, et enfin, accompagné d'une meute hurlante, promené au bout d'une pique à travers Paris. C'est le spectacle que le jeune Pitou voit en arrivant, voit dans les rues de Paris, et qui exerce sur lui une influence considérable. C'est un incident déterminant. Pitou continue à vivre, continue à vivoter, à faire des petits boulots. Il réussit à entrer dans un certain nombre de journaux, car vous savez qu'à ce moment-là, j'en ai parlé l'autre fois, il y a 400 ou 500 feuilles de presse qui paraissent tous les jours à Paris, qui ont des vies éphémères d'ailleurs. Pitou est pigiste au journal de la cour et de la ville. Il recueille des faits divers et il rencontre des procès qui se jugent au Châtelet. Notamment, il assiste au procès Favras, dont je vous ai dit 2 mots à propos de la vie de Sulot. C'est à l'issue de ce procès, quand on a emmené Favras pour le guillotiner, que Sulot lui avait dit « Je jure que je te vengerai ». Pitou écrit à son tour quelque chose sur ce procès, car il est indigné lui aussi par la mort de ce type qui est un innocent, n'est-ce pas, bien entendu, mais qu'on va guillotiner pour un motif tout à fait futile. Il continue, il collabore à beaucoup de journaux, il assiste à tous les événements, notamment à l'assaut des Tuileries, le 20 juin 92, où il est à côté de Louis XVI. Et il entend Louis XVI qui dit « J'ai fait le sacrifice de ma vie, mettez la main sur mon cœur et voyez si je suis calme. » Et Pitou est extrêmement impressionné, il est extrêmement frappé par cette attitude du roi. Les événements se poursuivent, ça continue, on va d'émeute en émeute, et le 10 août 1792, qui a été une des émeutes les plus tragiques, il est à ce moment-là à côté du major Bachmann, qui est le commandant de la garde suisse. Et il entend cet homme qui n'est pas français, qui est un étranger, mais qui est là pour faire son devoir, cet homme qui dit, là, nous, à notre poste, nous mourir pour le roi. Et on sait que les Suisses, à ce moment-là, sous les ordres de ce major Bachmann, ont été massacrés et sont bien morts pour ce roi. Ils étaient des mercenaires, on les payait pour se faire tuer, ils se sont fait tuer. Pitou a une très grande estime pour le courage et la fidélité de ces gens-là. Il continue quand même à écrire. Il participe au journal des mécontents, il participe au journal historique et politique, au journal français, toujours avec un très grand courage, une très grande insolence, et il est de plus en plus anti-révolutionnaire. Le 31 mai 1796, le journal français est pillé au son du tocsin. Il reparaît le lendemain, Ange Pitou est toujours au premier rang. Et comme cette activité journalistique ne lui suffit pas, il crée une fabrique de savon, ce qui est extrêmement curieux. Mais quand on sait que cette fabrique de savon est tout simplement une couverture, car Pitou se lance maintenant dans le trafic d'armes. Il ne se contente pas d'être contre-révolutionnaire, il veut agir. Il est donc entré en relation avec la Vendée, avec Charette, et il organise le trafic des armes. Il reçoit de l'argent d'ailleurs pour ça. Mais il crée un véritable réseau. Il arrive quelque chose qui est inéluctable, il est arrêté. Mais comme on ne peut pas établir sa culpabilité, comme il n'y a pas de preuves, il est relâché. Il recommence, il continue à écrire, et se produit à ce moment-là, alors quelque chose d'assez drôle, il est encore une fois arrêté, sous un prétexte très futile. Il est arrêté pour avoir chanté quelque chose, une chanson tout à fait injurieuse pour le gouvernement. Et en réalité, les paroles de la chanson qu'il a chantée sont des paroles qu'il a mises lui-même sur une musique tout à fait classique et absolument insignifiante. La musique est une espèce de bergerie comme Ô mon berger fidèle, etc. Et lui met des paroles saignantes là-dessus. Il est dénoncé. Il est arrêté. Et le jour du jugement, on lui dit, eh bien, chantez ce que vous avez eu le courage de chanter. Chantez-le ici devant le tribunal.
et il chante la bergerie. Ô mon berger fidèle, réponse à l'appel de mon cœur. Et on appelle le témoin qui l'a dénoncé, qui est un nommé Hartmann, mais qui ne comprend pas bien le français. Il reconnaît l'air de la chanson, évidemment, c'est très facile, n'est-ce pas? Et il dit, oui, voilà, il a chanté ça. Il a chanté mon berger fidèle, n'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il est encore une fois acquitté. Pendant des années, Ange Pitou va être arrêté et relâché parce qu'on n'arrive pas à établir de preuves contre lui. Il est insupportable d'ailleurs. Mais comme il a été arrêté là, et qu'il a été acquitté, il réclame une indemnité. Et il réussit à obtenir de Robespierre un décret qui lui accorde 800 francs parce qu'il a été pendant 8 mois en prison injustement. Après ça, on peut penser qu'il va devenir raisonnable et qu'il va disparaître. Pas du tout, il continue. Il continue et il continue à collaborer à tous les brûlants révolutionnaires qui paraissent. Et puis, il adopte une nouvelle activité aussi. Il se met, non seulement, il ne se contente pas d'écrire, mais il se met à chanter dans les rues. Et il devient l'Ange Pitou chansonnier, qui est passé à la postérité à travers une opérette de Charles Lecoq que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle La fille de Madame Angot. Dans La fille de Madame Angot, le personnage principal est Ange Pitou. C'est celui qui chante, c'était pas la peine, assurément, de changer le gouvernement. Voilà. Et il continue. Et maintenant, il chante sur les places publiques. Et il est toujours considéré et en même temps surveillé, suivi de très près par la police, parce qu'il est de plus en plus insolent. Mais en même temps, ce que l'on ne sait pas, c'est que ça cache une activité révolutionnaire très efficace et un véritable trafic d'armes. Il est encore arrêté une fois, il est enfermé à la force, il y reste 5 mois, il est relâché, il repart encore. 26 octobre 1995, la Convention cède la place au Directoire. Alors, il y a là un changement, évidemment, dans les procédures. Encore une arrestation le 30 janvier 1997. Et ça continue. Mais il sera encore arrêté et relâché, son historien nous le dit, à 10 reprises différentes, sans qu'on n'arrive jamais à établir quoi que ce soit de véritablement sérieux contre lui. Alors il devient de plus en plus imprudent, il continue à faire son trafic d'armes, et il prend contact, excusez du peu, avec Cadoudal. C'est pas rien. Là, la police, ça commence à avoir des preuves. On l'arrête pour la dernière fois, là il est accusé de complot, et alors ce qui est assez amusant, c'est la manière dont est rédigé l'acte d'accusation. Il est accusé de complot et d'avoir, par discours séditieux et gestes indécents, provoqué l'avilissement des républicains. C'est évidemment un sujet un acte d'accusation assez curieux. Le procureur demande la peine de mort, mais il va y échapper à la fin. On va transformer ça en travaux forcés à perpétuité, et il va aller à Cayenne. Il va être un des premiers à inaugurer le bagne de Cayenne, où il va séjourner à Kourou, qui est un nom qui dit quelque chose à beaucoup de gens. Il y reste 3 ans, il y mène une vie épouvantable, et il écrit une histoire du bagne. Puis, enfin, il est gracié et il revient en France. On l'accueille et on le remet en prison, où il reste encore 18 mois avant d'être libéré. Enfin, il est à Sainte-Pélagie. Et là, à Sainte-Pélagie, il entre en sympathie avec un personnage qui est comme lui à Sainte-Pélagie, mais avec lequel il entretient d'excellents rapports, encore que tout les sépare. Le personnage en question est tout simplement le marquis de Sade. Ange Pitou, le chansonnier léger, gai, insolent, sympathise avec le marquis de Sade, avec lequel il n'a aucun point commun, il ne partage rien avec lui, mais il sympathise. Enfin, il est libéré. Et il va se décider, enfin, à devenir raisonnable, il laisse tout tomber, il devient libraire, après quoi il fait faillite. Et il meurt à 78 ans. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit Bonaparte quand il a signé le décret de grâce d'Ange Pitou. Bonaparte a dit, parce que Bonaparte, il a bien des défauts que nous connaissons tous, mais il avait une grande qualité, il connaissait les hommes. Il dit ceci: plaise à Dieu que tous ceux qui me servent aient pour moi autant d'énergie qu'Ange Pitou en a montré pour les Bourbons. C'est signé Napoléon Bonaparte. Le premier tour des municipales a été un grand succès pour le Front National.
Ah, ça c'est un petit problème. Merci Pierre Monnier. Alors maintenant on peut écouter effectivement le bobino de l'éditorial hebdomadaire à partir de maintenant, de cette semaine, de Bruno Maigret. Bruno Maigret, en effet, toutes les semaines dans cette émission du mercredi soir, nous donnera un petit édito enregistré sur la situation politique. Le premier tour des municipales a été un grand succès pour le Front National. Il faut le dire et le répéter car cette réalité, une fois de plus, a été occultée artificiellement derrière une prétendue poussée des écologistes qui, somme toute, n'ont pas retrouvé leur score de 77. En réalité, le seul événement politique nouveau, c'est l'entrée du Front National dans les conseils municipaux partout à travers la France, et ce sont les excellents scores réalisés par notre mouvement dans la plupart des villes où il s'est présenté. Ces résultats du premier tour montrent donc clairement que notre mouvement est solidement enraciné dans la nation française. Reste maintenant à franchir l'épreuve du deuxième tour, et là, une fois de plus, l'établissement politicien a fait preuve de sectarisme en refusant l'accord électoral ponctuel que nous lui proposions. Il prétend, nous disent-ils, avoir des reproches à nous faire. La belle affaire, nous en avons aussi à leur encontre, comme par exemple de ne pas avoir tenu leurs engagements électoraux sur la réforme du Code de la nationalité, ou d'avoir refusé de voter nos propositions sur le rétablissement de la peine de mort, alors que M. Pasqua fait maintenant campagne sur ce thème avec un aplomb qui ne s'explique que par son mépris des Français. Mais nous, ces reproches, nous étions prêts à les mettre provisoirement et très ponctuellement entre parenthèses pour obtenir dans des listes d'union et par une victoire sur la gauche un nombre maximum d'élus du Front National. Ils n'ont pas voulu, car ils sont aveuglés par leur sectarisme à notre égard. Eh bien, nous avons donc maintenu nos listes là où nous pouvions le faire afin d'offrir à nos électeurs la juste représentation à laquelle ils ont droit dans les conseils municipaux et dont ils ont été privés scandaleusement à l'Assemblée nationale l'été dernier. Il n'était pas question de sacrifier nos électeurs aux caprices du RPR et de l'UDF et de se soumettre à leurs maximes qui se veut dire « vous fournissez les électeurs, nous fournissons les élus ». Alors maintenant, M. Chirac et ses amis veulent faire croire que nous faisons le jeu de la gauche. C'est évidemment faux, car au deuxième tour, celui qui l'emporte à la majorité relative. Et si le RPR et l'UDF ont refusé la fusion avec le Front National, c'est qu'ils se semblent capables d'arriver en tête en mobilisant leurs propres électeurs. Et les électeurs du Front National, eux, doivent se mobiliser avec sérénité sur les listes du Front National pour faire entrer dans les mairies le maximum de conseillers Front National. C'est la logique, c'est la justice et c'est l'efficacité politique. Jean-Marie Le Pen compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous garde. La gloire et la patrie, que l'Éternel est bataillon. Notre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie sur 95,6 MHz. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct le mercredi 15 mars.